Bon bah bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite revue passage en revue d'un jeu vidéo, et aujourd'hui, on part sur Animal Crossing New Horizons, donc l'opus Nintendo Switch. Le musée de paléontologie, par contre, je l'ai fini. Ah ouais. Et tu réveilles pas le Piaf? Bah non, j'ai pas de T'as pas fossile à lui réveillé le montrer. Piaf? Ouais, j'ai non. Voilà, donc ce que je vous propose de faire... oui, écureuil. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire une petite virée dans ce musée et voir si toutes les représentations des fossiles ou des bestioles sont à peu près correctes. Alors, sont reconnaissables déjà. Déjà reconnaissables, et puis on va voir si tu arrives à les reconnaître et si tu arrives à deviner le nom qu'ils ont mis dans le jeu pour ça et voir si du coup c'est raccord ou pas. Voilà. D'accord. Donc ben, on va peut-être commencer Moi, par... J'aime beaucoup déjà l'introduction Tree of Life. C'est pas mal, hein. Il y a un petit Je trouve qu'ils ont fait un bon Là, jeu. on voit déjà la phylogénie, là, si tu peux marcher dessus pour la montrer à l'écran. Eh oui. Voilà. La petite phylogénie là, qui est On est là. pas mal là. Et alors, est-ce qu'elle est correcte, cette phylogénie? Parce faut regarder. Alors attends. Donc tu commences là à la base, j'imagine. Oui. Et donc là tu pars ici. Et c'est quoi ça du coup? C'est les spongiaires? On va regarder ça tout de suite. Ou les plantes? Faudrait d'abord du coup les plantes. Il y a un cornichon. Alors ça c'est le trilobite. Oui, est-ce que vous avez le reste? Non mais attends, on va voir le... Ouais, non, en fait on s'en fout. Ils le mettent pas en fait, ces trucs. Ils le mettent pas, mais du coup il y a les méduses, il y a les éponges. Et plus basal que ça, il y a les champignons. On dirait qu'il y a des champis. Et avant ça, il y a les algues apparemment. On dirait des petites algues, là, les 4 bouboules. Là. Ouais, c'est peut-être ça. Et de l'autre côté, donc là, t'as les bactéries. Le pickle. Comme ça. Le cornichon. Ah non, c'est un bacille, d'accord. C'est les unicellulaires, ça. C'est un bacille. Voilà. Bacille détective privé. Et puis là-bas, tu dois avoir... je sais pas si encore des coraux, c'est des plantes. Je pense que c'est... Ouais, non, il est déjà pas mal ce. Bah, écoute, parce que l'arbre phylogénétique est pas fondamentalement faux. On a les bactéries des unicellulaires qui divergent en premier à la base de l'arbre, puis on a les champignons qui sont plus reliés aux animaux. Bon, là, il n'y a pas les plantes. Bah, si, je pense qu'elles sont là, les plantes. C'est ça. Ah, c'est ça les plantes? C'est ça les plantes. D'accord. Voilà. Ah ouais, non, ils divergent au même niveau, donc ça marche pas. Et après, on a les cnidaires et les spongiaires. Alors, les spongières, les éponges, là, si c'est les boules qu'on voit en haut à je pense gauche, que c'est ça. elles sont plus dérivées, sont plus proches des animaux multicellulaires, enfin des autres animaux multicellulaires, donc ça c'est pas bon, normalement c'est l'inverse, c'est les cnidaires qui sont plus proches de nous et les spongiaires qui le sont moins. Ouais. Puisque les spongiaires en fait n'ont pas... Enfin déjà il y a l'ADN évidemment qui nous le dit, mais en plus les spongiaires n'ont pas d'organisation, le corps n'est pas organisé, alors que les cnidaires, eux, ils ont une organisation, elle est radiaire. Ouais. Chez certains, elle peut être bilatérale, mais au moins le corps est organisé. Alors que les spongiaires, le corps n'est pas du tout organisé. C'est un peu... Ça pousse comme une plante, en fait. Ça. Donc c'est normalement les cnidaires qui sont plus proches des autres animaux. Mais sinon, l'idée de l'arbre phylogénétique, déjà, est vachement bien. Ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé, et finalement, l'ordre dans lequel les branches se forme est pas mal du tout. Et ensuite, on a cette divergence où tu te tiens. Ouais, avec à gauche, ça a l'air d'être des invertébrés, et à droite, ça a l'air d'être les vertébrés. Donc on a... Ouais, c'est ça. Donc ici, on a donc l'ammonite et le trilobite. Donc voilà. Donc ils donnent pas l'espèce évidemment, mais bon, on est quand même déjà pas si mal. Et ils nous rajoutent ici Anomalocaris, le fameux, avec les fameux... Je sais pas si on appelle ça des chélicères devant, des crochets. Ah non, c'est pas des chélicères. C'est pas des chélicères, mais ils ont dû lui donner un nom, j'imagine. J'en sais rien. Faut bien un nom, Stephen Jay Gould, dans La vie est belle, Stephen Jay Gould les appelle des crochets crevettes. Ouais. Parce qu'à la base, en fait, ils avaient trouvé que les crochets, pas le reste d'Anomalocaris. Ouais. Et du coup, ils croyaient que c'était une crevette à part entière. En fait, c'était un animal tout entier qui ressemblait à une crevette, du coup. Donc il appelle ça les crochets crevettes. Les crochets crevettes. C'est comme la bouche, quand ils avaient retrouvé que la bouche, que les pièces buccales d'Anomalocaris, ça ressemble à une tranche d'ananas, donc il appelle ça la bouche tranche d'ananas. C'est Stephen Jay Gould. Il faut lire Stephen Jay Gould, c'est très bonne vulgarisation. Ça c'est pour le coup. Si vous voulez lire de la vulgarisation d'un passionné par un passionné, d'un passionné pour les passionnés. Pardon. Alors les champignons, c'est pas des fossiles de vieux animaux précambriens. Il y en a dans le Cambrien, on n'a pas de champignons, mais on a des lichens. Donc s'il y a lichen, il y a champignons, du coup, puisque c'est une association champignon-plante. Et donc de l'autre côté, on a les vertébrés. On va revenir sur chaque fossile un par un, mais c'est juste, je veux voir la structure de l'arbre phylogénétique. Ouais. Donc tu commences avec Miloponia. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Et après, on part sur Dincleosteus. Alors celui-là, c'était...
Bah attends, dis pas tout là. Oui, bon bah vas-y, continue, vas-y. C'est juste les vertébrés. Je voulais juste voir la division fondamentale entre les deux. Donc ouais, c'est ça, c'est la division vertébrés-invertébrés. Où on évite scrupuleusement de parler des échinodermes, donc c'est-à-dire les oursins, les étoiles de mer, les crinoïdes, parce que ce sont des invertébrés, mais qui sont plus proches des vertébrés du coup. Donc on évite, pour avoir la belle divergence, on va éviter d'en parler. Voilà, donc on part sur des fossiles. Bon, c'est des trucs assez connus quand même. Donc on a vu ces trois-là déjà, et puis là au fond... On peut revenir un petit peu là sur... Tu veux revenir au début ? On peut, sur quoi ? Ouais, maintenant on peut en parler un peu plus précisément. Là, vous voulez juste voir la structure de l'arbre, mais maintenant on peut revenir sur les fossiles un par un. D'accord. Donc il y avait le trilobite, c'est ça ? Un trilobite qui ressemble à ces trilobites du Maroc, là, avec les grandes pointes. C'est ça. Donc, est-ce que le Maroc est canon dans Animal Crossing ? Tu fais, en fait, un peu, ouais, parce qu'au début, on te demande ta localisation géographique. Ah, donc là, en fait, on t'envoie juste sur une île déserte que tu vas pouvoir aménager à ta guise. D'accord. Mais l'île déserte peut être n'importe où. Mais le Maroc peut être complètement canon. Par contre, les fossiles, tu vas les trouver sur ton île. Donc ça, tous ces fossiles viennent de la même île. Ah. Il y a peut-être un souci à ce niveau-là, par contre. Non, mais c'est une île qui a beaucoup de roches différentes. C'est ça. D'âges très différents. Donc on a les trilobites du Paléozoïque. Et puis on a les ammonites après, c'est ça ? Alors oui, après t'as une t'as Anomalocaris qui est donc du Cambrien, donc c'est un des premiers étages, c'est le premier étage du Paléozoïque, et après t'as l'ammonite. Alors attends, voilà, l'ammonite là. Donc c'est pareil, là quand on regarde l'arbre phylogénétique, on voit bien que l'ammonite est reliée au poulpe là derrière. Oui, mais c'est très bien. Donc c'est bien, les mollusques sont tous ensemble, et on voit que le trilobite est relié à Anomalocaris, c'est-à-dire que ça forme les arthropodes. Ouais. Donc l'arbre phylogénétique, il est remarquablement précis pour ce qui devrait être juste un jeu. C'est ça. Ils se sont vraiment fait chier, en fait. Et tout au bout, tu as un petit fossile. C'est de l'ambre. Et oui. Avec un moustique, avec un petit moustique. Non, c'est un moustique. C'est un moustique avec de l'ambre. D'après ce que j'ai pu regarder, après, ça reste la définition du jeu, hein, mais c'est un moustique, je crois, pour rappeler le fameux film, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de film, l'ambre, c'est complètement... L'ambre qui contient des moustiques, c'est totalement inconnu au bataillon. C'est un sacré morceau d'ambre avec un sacré moustique, j'aurais pas voulu vivre à l'époque. Une sacrée bestiole, ouais. Et à côté, je crois que c'est une araignée... Je sais pas ce qu'ils ont mis à côté. Je sais pas, on peut pas aller dessus ? Non, on peut pas aller dessus, c'est pas des fossiles que tu donnes, ceux-là, c'est juste pour... Ils rajoutent des trucs dans Parce que là, il y a le crabe, donc le crabe est relié aussi aux moustiques, donc c'est pareil, on a les... Ça, c'est précis au niveau... phylogénétique. Mais je pense que... C'est les pancrustacés. Et ça, je sais pas trop ce que c'est, très honnêtement, mais ils le disent pas. Donc, faut savoir qu'au niveau de la phylogénie, pour tous les grands inquisiteurs du mot reptile et du mot poisson, faut savoir aussi qu'on peut plus dire insecte. Puisque techniquement, les insectes devraient être des crustacés. Au moins selon certaines analyses phylogénétiques. Donc, les grands inquisiteurs des noms taxonomiques qu'il faudrait plus dire parce que c'est paraphylétique. Ouais, donc vous n'avez plus le droit. C'est fini. Selon certains auteurs, vous n'auriez même plus le droit de dire insecte. Donc on n'aurait pas le droit de dire hexapode non plus. Non. Parce que c'est pareil. Donc bref, mais ouais, ça a l'air d'être une... Donc c'est pas mal, de toute façon, il faut que ce soit une araignée parce que c'est branché aux arthropodes. Donc, c'est ça. Donc je pas, ça manque de petites limules. On dit un ou une limule ? Une limule. Une limule. Je sais jamais. C'est comme les horaires, je sais jamais si c'est un ou une horaire. Un horaire. Un horaire. Un limule, un horaire. Une limule, un horaire. Une limule, un horaire, voilà. J'avais déjà oublié. Bon. Bon, et alors de l'autre côté, du coup, si tu veux regarder un peu plus... Ah bah oui, les vertébrés, c'est un peu plus mon rayon déjà. Donc on a un caillou qu'il appelle Milokun-Mingia. Alors, si tu le regardes un peu mieux dans le jeu, là, la définition est pas géniale, mais il y a effectivement le fameux petit fossile. Donc, Milokun-Mingia, c'est un genre de petit ver, en fait. Ça ressemble à un ver, c'est pas très grand. C'est comme Picaya, en fait. C'est un ver, mais qui a une notocorde. Et à cette notocorde, donc la notocorde, c'est un genre de trait au milieu du ver. Et à cette notocorde sont attachées des petites fibres en Z, en forme de Z. Et ça s'appelle des myomères. Donc, et ça fait de Milokun-Mingia comme de Picaya, du coup, des proches parents des vertébrés, mais qui n'ont pas encore de vertèbres. Donc c'est ce qu'on appelle les cordés. Ouais, donc c'est le tout début des vertébrés, en quelque sorte, juste avant. Et encore une fois, les grands inquisiteurs de la classification noteront que les vertébrés étant eux-mêmes un sous-groupe des cordés, on devrait les appeler des cordés aussi. Oui. Oui, effectivement, il faut pas mégenrer les limules, c'est pas bien.
On dirait une phrase de Kaamelott. On dirait une phrase de Kadok, tu sais. Faut pas mégenrer les limules, ça. Kadok. Ah, Kadok. Ok, donc lui il est bien à la base, donc on est très content. Et donc après on arrive à celui-ci, qui est un joli petit... Un joli gros Dincleostéus, du coup. Ça va être dur du coup pour moi de les identifier avant de les voir. Parce on que verra pour que ça. tu focuses dessus. Après, ouais, mais on verra ça après parce que ça c'est les fossiles plus petits de mais la première salle. Là du coup je vois, ouais, alors sans m'arrêter dessus, Dincleostéus, derrière ça, sur la plaque ça a l'air d'être Eusthénoptéron. Encore derrière Dincleostéus au-dessus c'est Hélicoprion, du coup, mais c'est juste effectivement. La spirale. C'est les dents. Et alors par contre à gauche, le truc qui ressemble à un arbre, je ne vois pas ce que c'est. Donc on verra quand on y sera, je suppose. Voir après. Donc Dincleostéus, qui est très intéressant, c'est un poisson cuirassé dont seule la tête était complètement ossifiée. Et on voit sur ses mâchoires, en fait, ses mâchoires sont juste deux énormes os qui s'aiguisent sur les mâchoires supérieures. En fait. Donc les mandibules et les maxillaires s'aiguisent l'un contre l'autre. Il n'y a pas de dents chez Dincleostéus et on ne sait pas encore si c'est un poisson à mâchoire qui a perdu ses dents ou si c'est un poisson à mâchoire qui était tellement primitif qu'il n'avait pas encore de dents. Mais du coup, il faut savoir qu'il y a ce doute qui persiste. Est-ce que Dincleostéus a perdu ses dents ou est-ce que Dincleostéus n'a jamais eu de dents ? Parce que les dents, ça sert à rien sans mâchoire. Si vous n'avez pas de mâchoire, ça sert à rien d'avoir des dents pour attraper des trucs dans vos mâchoires. Et d'ailleurs, les poissons, la totalité des poissons sans mâchoire, les acgnates, existant comme fossiles, n'ont pas de dents. Les lamproies, c'est pas des dents qu'elles ont dans leur ventouse, ce sont juste des extensions de kératine. C'est un peu de... Ouais. C'est ça. Donc c'est la première chose intéressante. Et Dincleostéus, on le reconnaît bien, déjà donc par ses lames, mais on le reconnaît aussi par ce bouclier sur la nuque. Ce bouclier sur la nuque qui est séparé du bouclier de la tête par une espèce de trou. Donc, ce que vous voyez au sommet, ce que vous voyez très bien au sommet, donc les deux plaques en fait sont séparées par un espèce de trou en forme de diamant. Et ça, c'est très typique des arthrodires en général, mais ça se voit particulièrement bien sur Dincleostéus. Les arthrodires, c'est la famille de Dincleostéus. Ok. Donc je crois qu'il y a le suivant après, qui du coup est Eusthénoptéron, comme tu avais bien dit. Donc Eusthénoptéron qui est un sarcoptérygien, c'est-à-dire un poisson à nageoire charnue, comme le sélacanthe et les dipneustes. Et c'est intéressant parce que Eusthénoptéron, donc on en trouve au Canada et on en a trouvé tellement en fait qu'on s'est permis de les couper, ce qu'on appelle le grinding en anglais. Donc on a pris une sorte de lime montée sur manivelle et on l'a broyé en poudre 1 mm à la fois en gros. Donc c'est Jarvik, son nom c'est le professeur Jarvik qui a fait ça. Au début du siècle dernier, si je ne m'abuse, en 1920 AD. Et donc il faisait ça, et en gros, il a pu, comme ça, étudier Eusthénoptéron, l'intérieur de l'anatomie d'Eusthénoptéron, millimètre par millimètre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Eusthénoptéron, c'est un des poissons fossiles les mieux connus qu'on ait dans le registre fossile, parce qu'on a pu se permettre d'en sacrifier quelques-uns pour étudier l'intérieur par broyage séquentiel. Voilà. Alors maintenant, on ferait ça avec un CT scan. Oui, maintenant c'est le concept. On ferait ça avec des rayons X maintenant. Mais bon, voilà. à l'époque, on avait les rayons X, mais on ne savait pas faire de CT scan, c'est-à-dire faire des rendus 3D. On pouvait faire des rayons X, mais plats. Le CT scan, ça n'est arrivé que bien après. Et on ne l'a pas tout de suite appliqué aux fossiles, puisque évidemment, l'utilisation est avant tout médicale. Et donc, Eusthénoptéron, c'est un poisson à nageoire charnue, comme le sélacanthe. Donc, si vous regardez dans le bras, enfin dans les nageoires, il a un bras en fait, il a des os, il y a un fémur, un radius ulna, et puis des os qui correspondraient aux os des mains, mais encore qu'à ce niveau-là, chez Eusthénoptéron, les os des mains ne sont pas encore différenciés. Et ce n'est que chez les poissons plus dérivés comme Tiktaalik, le très célèbre Tiktaalik, qu'on va commencer à voir apparaître des petites doigts. Enfin, non, des os des mains un peu mieux différenciés, et ce n'est encore qu'après... Non, c'est encore après chez Elpistos TG qu'on va avoir des premiers os des doigts. Tiktaalik, il avait un poignet déjà, une zone qu'on pouvait appeler le poignet. Et après, on a Elpistos TG qui a une zone qu'on peut commencer à éventuellement appeler des phalanges. Oui, parce qu'au début, c'est juste plein de petits os, tous les uns côté les autres. Ouais. Ce qui est marrant, parce que Elpistos TG ressemble beaucoup à un poisson. Donc si c'est un poisson, mais qu'il a des doigts, du coup, on devrait appeler ça un tétrapode. On devrait déjà plus appeler ça un poisson.
C'est le problème avec les chaînons manquants. Ouais, je troll comme ça. Je troll. Ça. Bon. Les chaînons manquants qui ne manquent pas, vu qu'on les a. Donc ouais, Elpistostégé, très intéressant. Dévonien du Canada. Bon, alors les suivants, je crois que c'est le panneau suivant. On va aller voir ici. Donc là, tu vois, il y a Hélicoprion, donc, qui est relié à un petit requin. Ouais. Oui, donc Hélicoprion, c'est un poisson cartilagineux. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que la spirale dentaire, c'est parce que le reste du squelette, on l'a pas. Exactement. Et là, ici, sur cette branche-là, donc on part ici avec des poissons en nageoire charnue, et puis on continue vers la salle suivante. Et du coup, on arrive au... Bah tiens, le célacanthe, il est juste là. C'est ça. On voit le célacanthe qui est relié à... Ah, c'est Acanthostega sur un tronc d'arbre. C'est D'accord. Ça. Ils ont mis Acanthostega donc sur un tronc d'arbre. Bah, tu vois la tête qui... Ouais, la tête est en bas, du coup, la queue est en haut, et on voit donc les bras et les jambes. Donc là, Acanthostega a désormais des bras et des jambes, bien comme il faut. Du Dévonien supérieur, Acanthostega, qu'on a trouvé au Groenland, je crois, et on en a retrouvé aussi en Scandinavie, si ma mémoire est bonne. Alors là... Donc Acanthostega qui diffère de Tiktaalik et de Elpistostégé puisqu'il a des vrais doigts bien formés. En l'occurrence, il en a 7 ou 8 par main et pied. Donc le nombre de doigts va se réduire chez les tétrapodes plus dérivés. Et il a un cou. Donc il a une zone qui sépare la tête du corps, qu'on appelle un cou, que les poissons n'ont pas, puisque cette région est couverte par les opercules. Et pour autant qu'on sache, en fait, les opercules n'ont pas disparu, ils se sont juste transformés en nos épaules. En tout cas, au moins en partie. Donc les opercules des poissons, en fait, ce sont vos omoplates. Et vos branchies devraient se trouver quelque part par là. Si vous en aviez. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, dans Waterworld, si vous regardez dans Waterworld, Kevin Costner, il a des ouïes juste derrière les oreilles, à ce niveau-là. Donc Waterworld est bien plus précis scientifiquement. C'est réaliste, en fait. C'est réaliste. S'il y a des gens suffisamment vieux pour avoir vu Waterworld. Attends, ça aussi, Animal Crossing m'a appris beaucoup de choses sur la paléontologie, que tous les fossiles d'une partie à l'autre se ressemblent et qu'il suffit de se lever pour en trouver 4 dans son jardin. C'est vrai. Toujours les mêmes et toujours 4 ou 5 dans son jardin le matin, c'est vrai. Pratique, hein. Pratique. Bah, si seulement on avait ça dans la cour. Alors, tu veux voir la suite ? Ouais, bah, je voulais juste pointer du doigt une dernière chose, c'est que Dunkleosteus, du coup, se trouve du côté cartilagineux de la force, donc du côté des poissons cartilagineux, des requins. Ce qui est intéressant, parce que c'est effectivement les hypothèses défendues le plus récemment que les placodermes, comme Dunkleosteus, sont plus proches parents des requins, notamment parce qu'on sait, d'après certains fossiles extrêmement bien préservés, que d'une part, les placodermes avaient des ptérygopodes, qu'on appelle aussi des claspers, ils avaient des zizi. Les poissons n'ont pas de zizi. Il n'y a que les requins. Ils en ont. Il n'y a que les requins, les raies et les chimères, donc les poissons cartilagineux qui ont des zizi. C'est ça. Parce que ça sert à rien d'avoir un zizi dans l'eau. Ils en ont 2 en plus, ouais, ils sont pairs. C'est ça. Et ça sert à rien en fait d'avoir un zizi dans l'eau parce que vous pouvez éjaculer au beau vent sans que votre sperme ne se dessèche. Il y a des poissons qui ont quand même des sortes de conduits qui peuvent faire penser à ça. Oui. Si vous avez des guppies en aquarium, vous avez certainement vu ça. Ils ont une sorte de petit conduit comme ça qui peut faire penser à pareil un ptérygopode. Mais c'est pas non plus exactement la même structure. Mais là, ouais, le fait d'avoir un pénis et de pratiquer la pénétration, c'est généralement perçu comme une adaptation au mode de vie terrestre, parce que au mode de vie terrestre, vous pouvez pas juste éjaculer sur les œufs de votre compagne, pondu à même le sol, parce que votre semence va cuire. Donc généralement, les poissons n'ont pas de petits conduits qu'on appelle un pénis, sauf les ptérygopodes des requins, des raies et des autres poissons cartilagineux. Et donc les placodermes tels Dunkleosteus, ou en tout cas des cousins de Dunkleosteus, pour Dunkleosteus on n'en a pas, mais pour certains cousins de Dunkleosteus avaient des ptérygopodes qui les reliaient. Du coup, c'est un trait anatomique qu'ils partagent avec les poissons cartilagineux modernes. Et Materpiciès, qui est aussi un placoderme qui ne pondait pas d'œufs, il était vivipare. Mais les requins, si tu regardes ça, de toute façon, ils sont ovovivipares en quelque sorte. Il y en a beaucoup qui sont ovovivipares. La plupart, pas tous, mais beaucoup. Et les guppies aussi, en l'occurrence, ils sont pareil ovovivipares, donc c'est-à-dire que les petits se développent dans le ventre de la mère. Et c'est pour ça qu'on a besoin des ptérygopodes, sinon ça marcherait pas. Voilà. Et puis donc il y a Hélicoprion qu'on ne voit pas, on n'en a pas parlé, est-ce qu'on en parle un petit peu de Hélicoprion ? Ah bah oui, voilà. Et donc ils disent qu'effectivement c'est une mandibule d'Hélicoprion.
On sait pas. On suppose. Mandibule, ça sous-entend du coup que c'est la mâchoire inférieure, mais on sait pas en fait si c'est la mâchoire inférieure ou supérieure. Il y a très peu de beau matériel d'hélicoprion qui a été trouvé. Il y avait un article qui avait été publié il y a une dizaine d'années, je crois, où ils avaient supposé que c'était la mandibule parce qu'ils l'avaient trouvé avec un peu de possible cartilage préservé. Ah. Mais ouais, c'est pas très convaincant. Le problème, c'est que hélicoprion, en fait, on a les dents qui sont les plus petites à l'intérieur de la spirale et donc qui grandissent vers l'extérieur. Et donc ça veut dire que plus on va vers l'extérieur de la spirale, donc plus on s'approche de l'extrémité de la mâchoire. Donc vous auriez l'intérieur de la spirale ici, et en fait elle grandirait comme ça jusqu'à atterrir là. Donc les plus grosses dents, elles seraient là. Et à quoi bon avoir votre spirale à l'intérieur de la bouche en fait? C'est ça la grande question. Ça fait beaucoup de travail pour pas grand chose en fait. Et ça fait, oui, t'as énormément de dents qui sont produites qui servent à rien immédiatement en tout cas. Donc pourquoi s'embêter à avoir une si grosse spirale si pendant les 3, enfin peut-être pas les 3, mais pendant le premier tour et demi, les dents ne servent à rien? Est-ce que c'était pour couper des invertébrés? Est-ce que c'était pour broyer des coquilles? C'est encore très très mystérieux. Hélicoprion qui n'est... Parce que depuis tout à l'heure, je me retiens de dire requin pour poisson cartilagineux, parce qu'ils ont mis un requin là. Mais hélicoprion, qui avait beau avoir le corps similaire à celui d'un requin, n'était pas un requin. C'est un abus de langage d'appeler hélicoprion un requin. Hélicoprion est beaucoup moins proche des requins que les requins ne le sont des raies. Donc si vous dites qu'hélicoprion est un requin, alors les raies sont des requins. Ce qui n'a aucun sens. Puisque c'est déjà une raie. Oui. Donc la salle suivante, tu parles là-dessus. Voilà. Donc on est le groupe frère de Ichthyostega. Donc là, on va rentrer chez les amniotes, je suppose. Enfin, il y aura peut-être des amphibiens, mais en tout cas, on va rentrer définitivement dans les tétrapodes uniquement. Donc on laisse derrière nous les vertébrés et les poissons, je pense. À partir de là, si leur arbre phylogénétique est cohérent, ce qui m'a l'air d'être le cas. Bah écoute. Oui, effectivement. Donc voilà. Alors là, on a la division qui, je pense, est celle entre les reptiles et les synapsides. Alors si tu veux, on va commencer par cette branche-là. C'est définitivement les synapsides, mes préférés. Voilà, donc c'est tes copains. Alors est-ce qu'ils sont bien représentés? Qu'est-ce que t'en penses? C'est qui lui, à ton avis? C'est qui? On se demande ce que ça peut être. Qui c'est. Je crois pas qu'on l'ait vu récemment dans nos vidéos. Non. Ça me dit rien. Voilà. Donc très bien placé à la base de l'arbre des synapsides. Donc là, peut-être on va revenir à la division de base, parce que cette division, elle est intéressante. Donc, cette division de base, est-ce qu'on voit ce qu'il y a décrit par terre? Non, tu vois pas ce qu'il y a écrit. C'est du gibberish, non? C'est complètement du C'est un langage inventé, quoi. Oui, c'est juste des trucs qui sont marqués comme ça, je pense pas que ça veut dire quoi que ce soit. D'accord. Donc on a la division principale entre les reptiles d'un côté, les synapsides de l'autre. On a le droit de dire reptile parce que c'est le clade Reptilia. Je sais qu'il y a une grande inquisition qui a lieu pour éliminer le mot reptile de la langue française, ou en tout cas du langage scientifique, mais non, vous avez le droit d'employer le mot reptile tant que dans votre tête c'est très clair que les oiseaux en font partie. Absolument. C'est le clade Reptilia, il est absolument valide ce clade. Après vous avez des voix qui s'élèvent pour dire on devrait appeler ça les Sauropsida plutôt que les Reptilia. Mais alors je vous dis pas en bouche comme c'est génial. Oui, mais c'est plus sympa parce que t'as synapside, sauropside, du coup t'as la division synapside, sauropside, donc ça une consonance, ça sonne à peu près pareil. Mais Sauropsida ne serait jamais qu'un synonyme plus jeune du mot reptile, ce qui, selon les lois de la nomenclature animale, devrait être synonymisé en mot reptile, du coup. Donc au final... Moi je préfère reptile, j'aime bien reptile. Et puis reptile, ça parle à tout le monde, donc c'est vrai. C'est facile pour les enfants à apprendre, ça me semble intéressant. Enfin, je sais quoi, c'est bien. Oui. Pour la vulgarisation, c'est très bien. Et puis, après, vous pouvez toujours placer... Moi, j'utilise le mot sauropside avec mes élèves, quand on est au niveau master, j'utilise le mot sauropside parce que, justement, je veux éviter la confusion avec le mot reptile dans son sens vernaculaire. Donc, au moins, en utilisant le mot sauropside, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais je leur raconte tout ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire, si vous avez le droit d'employer le mot reptile, si et seulement si c'est très clair dans votre tête que les oiseaux et les dinosaures en font partie. Enfin, ça me semble bien. Et pareil pour le mot dinosaure d'ailleurs. Vous pouvez employer le mot dinosaure si c'est très clair dans votre tête qu'il va y avoir confusion possible entre dinosauria, le clade, qui inclut les oiseaux, et dinosaure au sens vernaculaire. Donc Dimétrodon, très joli.
Est-ce que le squelette est bien, du coup? Est-ce qu'on peut on va zoomer voir un peu ça dessus? plus proche. Ah bah à côté, je sais pas, moi il y a une crotule, Voilà. une crotule de 20 cm, là, comment tu veux que je sache ce que c'est? Je sais pas moi, qu'est-ce qui serait proche de... Bon, alors, Dimétrodon, donc ils ont bien représenté le crâne, on voit l'œil, et puis derrière l'œil, il y a un trou, un seul et unique trou, en position basse, qui s'appelle la fenêtre synapside, du coup, qui donne son nom au clade des synapsides, une seule et unique fenêtre. Donc ça, c'est très bien. Bon, la posture du squelette avec bien rampante, la queue est peut-être un peu courte, mais sinon, pour le reste, c'est très bien. Ouais. Et puis évidemment, les vertèbres qu'on voit, les extensions vertébrales sont très très bien rendues, et on note sur les côtes l'absence de différenciation entre la partie thoracique et la partie lombaire, puisque ça va être un caractère très important pour distinguer les mammifères des autres synapsides. Ce qu'on risque de voir après, j'imagine que vu la toute petite taille du truc d'à côté, ça doit être un mammifère, mais alors lequel? C'est Mégasostrodon? Non. C'est quoi? C'est un petit truc du début aussi, donc... Ah, c'est Juramaya. Voilà. Wow. C'est ça. D'accord. Oui, donc Juramaya. Donc Dimétrodon qui datait du Permien, du début du Permien, 290-300 millions d'années à peu près, hein, à la louche. Juramaya, comme son nom l'indique, c'est fin Jurassique, donc 150-ish millions d'années. Et Juramaya, c'est très intéressant. Donc là, si on pouvait zoomer un peu, tu peux pas zoomer. Non. Mais si on pouvait zoomer un peu, vous verriez la différence justement entre les thoraciques et les lombaires. Donc les thoraciques, les vertèbres thoraciques ont des les vertèbres thoraciques ont des côtes et les vertèbres lombaires n'en ont pas. Voilà, n'en ont plus. Donc la fosse temporale est devenue tellement grande qu'elle a fusionné avec l'orbite en fait. Donc l'orbite et la fosse temporale sont fusionnées, ce qui est un trait typique des mammifères du Mésozoïque, des mammifères très basaux du Mésozoïque, qu'on retrouve encore aujourd'hui par exemple chez les marsupiaux, et que les primates ont perdu eux par contre. Chez les primates, l'orbite s'est refermée, mais c'est secondairement dérivé en fait. Et c'est dû en fait à l'augmentation de puissance du muscle masticateur en parallèle avec le développement de la mastication, que Dimétrodon n'avait pas. Dimétrodon ne mâchait pas sa nourriture, il faisait comme les reptiles, il avalait tout rond. Certainement en faisant des balancements de tête comme ça, comme le font par exemple les oiseaux. Exactement. Et on voit aussi sur les pattes arrière là, on voit qu'il y a un calcanéum, donc l'os du talon. Tu peux peut-être pointer ta croix dessus, sur l'autre pied, le pied gauche, ou sur le pied droit. Enfin bref, il y a un os du talon, et ça pareil, l'os du talon, ça n'existe pas si on peut regarder chez Dimétrodon par exemple. Ça n'existe pas, donc il y avait un tendon d'Achille chez Dimétrodon, mais il était très très faible, alors que chez les mammifères, le tendon d'Achille est devenu très très puissant, en parallèle avec le développement justement du calcanéum, qui est l'os du talon. Magnifique, n'est-ce pas? Bon, alors on continue, on va se diriger vers les mammifères, je suppose. Mais c'est la pièce suivante, ça, c'est du coup, les pièce mammifères. Suivante, donc tu veux pas d'abord on fait les reptiles, oui. Ah, c'est toi qui as voulu partir à droite là. Mais c'est toi qui as voulu faire ça d'abord. Sérieusement. C'est pas moi qui contrôle, c'est toi qui décide. Donc chez les reptiles, première branche qui diverge. À ton avis, c'est quoi ça? Et diverge, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait trop. Donc ça, c'est on voit très bien que c'est un ichthyosaure. Ça fait partie des ichthyosaures, donc chez qui les pattes sont transformées en palettes natatoires, très clairement transformées en palettes natatoires. Et il y a deux petites à l'arrière aussi, si tu veux. Il y en a deux petites. Les pattes arrière sont très très réduites et elles ne sont plus connectées à la colonne vertébrale. Et tu vois aussi la queue qui descend, qui est du coup... Et la queue est hypocerque. Oui. La queue vertébrale part vers le bas. Et tout ça, c'est des caractères qui sont très dérivés, qui nous montrent qu'on est non pas sur un ichthyosaure du Trias, mais plutôt sur un ichthyosaure du Jurassique, à mon avis. Aussi, les ichthyosaures du Trias étaient gigantesques, généralement. Enfin, il y en a des petits. Gros, celui-là, déjà. Il est pas si gros que ça comparé à ton personnage, donc en imaginant que l'échelle est respectée, ça nous fait un ichthyosaure de 3 mètres. Ouais, à peu près. Donc ça, je mettrai mes billes sur Ophthalmosaurus, on va voir comment il appelle ça. Je pense qu'ils appellent ça ichthyosaure. Ils appellent juste ça ichthyosaure. Ah non, Ophthalmosaure. Bien vu. Ophthalmosaurus qui tient son nom du fait qu'il a une énorme orbite. Oui, bien le Nenaï. Comme Antoine Daniel.
Donc il a une énorme orbite. Est-ce qu'on peut voir, du coup, il y a son anneau sclérotique. Est-ce que tu peux repasser en vue FPS pour qu'on voit on va essayer. Son anal sclérotique. Voilà, parfait. Donc oui, Ophthalmosaurus. Donc là, si tu m'avais montré cette vue-là, je serais parti immédiatement sur Ophthalmosaurus pour 2 raisons. Déjà, donc l'énorme taille de l'œil avec l'anneau sclérotique qui est très proéminent, ça c'est typique d'Ophthalmosaurus. On pense que c'était une adaptation. Donc le gros œil, c'était une adaptation au fait qu'il vivait dans les grands fonds marins. Donc il fallait un gros œil pour capter plus de lumière parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et du coup, l'anneau sclérotique qui servait genre de bouclier contre la pression de l'eau. C'est pour ça d'ailleurs que les dauphins, par exemple, les dauphins ont des tout petits yeux. Enfin, les dauphins, ceux qui, par exemple, les cachalots qui vont à très grande profondeur, ils ont des tout petits yeux. Pourquoi ? Parce que la pression est trop forte. Donc ça fait une pression gigantesque sur leurs yeux. Ils préfèrent avoir... C'est une adaptation, c'est pas ils préfèrent, mais c'est une adaptation d'avoir des petits yeux pour éviter qu'ils explosent, quoi, en gros. Enfin, qu'ils s'écrasent sur eux-mêmes. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les cachalots ? Ils ont développé l'écholocation. Qui permet du coup de voir... permet de voir sans avoir besoin d'yeux, du coup. Donc c'est une adaptation à voir sans avoir besoin d'yeux, l'écholocation. Et donc il y a les pattes avant, avec seulement 4 doigts. Et ça, c'est pareil, c'est un trait qu'on retrouve chez très peu d'ichthyosaures, Ophthalmosaurus inclus. Ça me plairait d'avoir une colocation avec un cachalot. Alors, faut payer le loyer au prorata de l'espace occupé. La notion de prorata, c'est extrêmement important chez nous. Et donc, oui, sur le nom d'Ophthalmosaurus, comme qui c'est qui fait remarquer, Alpharius le fait remarquer, oui, ça ressemble à ophtalmologue, c'est en référence aux yeux, effectivement. Donc oui, cet ichthyosaure-là, il a la particularité de ne pas avoir de polyphalangie, c'est-à-dire une multiplication du nombre... de polydactylie, pardon. C'est une multiplication du nombre de doigts. Par contre, on voit bien la polyphalangie, qui est la multiplication du nombre de phalanges. Là, il y a beaucoup plus de phalanges qu'un animal normal devrait avoir. Et on voit bien que les os sont transformés en os plats, et que si on regarde, est-ce que tu peux pointer le coude, Sophie ? L'articulation du coude. Perdu. Ben non, il y en a pas. Perdu, ça c'est l'épaule. L'articulation du coude, ouais. Par là. L'articulation, je te la montre sur l'écran et comme ça tu peux pointer. J'essaie là, un peu plus en haut à droite. J'ai un peu de mal à... En haut à droite, ouais, t'es presque dessus. Voilà, ça c'est le radius ulna, voilà. Ces 2 os là que tu vois, c'est le radius ulna. Donc l'articulation du coude, elle est juste en haut à droite de ton poing. Voilà. Donc l'articulation du coude n'existe plus en fait. Donc ça va avec le développement des palettes natatoires. Comment les paléontologues l'ont-ils trouvé en premier lieu ce coude ? Il n'y a pas de coude. Mais ils ont compté les os en fait. Ouais, tu comptes les os en fait. Le théorème du bras, c'est un os, 2 os, plein d'os. Donc à partir du moment où tu comptes le premier nonos, donc le premier os, tu cherches le suivant. Le premier os c'est toujours l'humérus, et puis les 2 os suivants c'est toujours le radius ulna. Et le radius est toujours aligné avec le premier doigt. Donc tu peux savoir lequel des deux est le radius en regardant lequel est aligné avec le premier doigt. Donc tu comptes celui-là. Ça c'est l'humérus. Voilà, et puis après tu comptes la suite. Et donc après les 2 autres c'est le radius ulna. Alors effectivement il y a des os surnuméraires chez... Il y en a 3 là en fait, mais du coup... C'est ça. Ouais, non mais c'est pas simple. Ils nous ont pas... Enfin les ichthyosaures nous ont pas aidés non plus. Hein. Non, ils ont pas beaucoup aidé, non. Et donc après on a un bel élasmosaure, je suppose. Ceci est un plésiosaure qu'on reconnaît à son très long cou, et c'est probablement un élasmosaure parce qu'on le reconnaît à son très 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 long cou. Ça, alors qu'est-ce qu'ils disent ? Ophthalmosaure. Plésiosaure. Ah, il l'appelle juste plésiosaure. Juste plésiosaure celui-là. Mais ouais, vu le nombre de vertèbres, on voit que le nombre de vertèbres est ahurissant, donc ça c'est typique des plésiosaures qui font partie de la famille des élasmosauridés. Et on avait... Alors, Occitanosaurus, qu'on avait en France, était autrefois considéré comme un élasmosauridé, mais maintenant il est reparti dans une autre famille. Ah ouais ? Ouais. Il est parti dans quoi ? Dans les plésiosauridés, du coup. pour faire original. Donc très long cou, petite tête, longues dents très pointues, puisqu'ils étaient piscivores. Là, il y a... on voit que le cou est très très flexible, et ça c'est encore très très débattu. La flexibilité du cou des plésiosaures est très 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 débattue, parce qu'il suffit pas en fait de réarticuler les vertèbres pour voir à quel point elles sont capables de bouger les unes par rapport aux autres.
tout simplement parce qu'il y avait normalement du cartilage entre chaque vertèbre. Ça se voit notamment sur Oxytanosaurus, puisque Oxytanosaurus a été retrouvé plus ou moins en articulation, mais il y a plein de plésiosaures qu'on a retrouvés en articulation. Marianne Ning en retrouvait déjà dès le 19e siècle. Et c'est assez compliqué de savoir jusqu'à quel point ils étaient capables de tordre leur cou. D'un point de vue strictement physique, on a donc une possibilité, vu qu'il y a beaucoup de vertèbres, on a quand même une possibilité d'articulation qui est là. On est Donc parti une sur possibilité du serpent, de là, flexion, clairement, ça fait penser à un serpent exactement. Comparé à un autre truc comme Stanistropheus qui avait aussi un long cou mais qui était fait d'un très petit nombre de vertèbres, donc c'était des vertèbres très très longues. Donc là, définitivement, on pouvait pas. C'est comme la girafe, ça se pliera pas. Ça plie difficilement. Ça pliera pas. Ça plie un peu, mais pas complètement. Ça peut plier, comme dirait le prince de Motordu. Voilà, il y a de la ref. Oh, le vieux truc. Là, faut aller à la pêche. Là, Bref. Mais par contre, l'oreille interne des plésiosaures, ce qui est intéressant, c'est que l'oreille interne des plésiosaures ressemble à une oreille de cétacé. Ouais, mais alors là, je pense que je la verrai pas, ton oreille interne. Non, on la verra pas. On la verra pas, mais elle ressemble à une oreille de cétacé, et les cétacés n'ont pas de cou. Donc ils ont une toute... Et on sait que l'oreille interne joue un rôle dans le réflexe qu'on appelle vestibulo-colique, donc le mouvement de l'oreille par rapport au mouvement du corps à travers le cou, vestibulo-colique, le cou. Et donc si l'oreille interne est toute petite, on s'attend à ce qu'un réflexe vestibulo-colique soit pas déterminant dans la survie de l'animal, ce qui veut dire faible mobilité du cou. Donc ce serait marrant en fait que les plésiosaures aient eu un très long cou mais rigide. C'était des torpilles en fait. Ouais. Enfin, ce serait bizarre vu les vagues qu'ils ont. Non, ce serait super bizarre, mais ça fait partie des choses qui sont très très débattues du coup. On peut plier tous les coups, il y en a juste qui se plient qu'une seule fois. Exactement, c'est peut-être la raison de la mort de ce pauvre animal. Mais si ça peut plier, c'est plus un animal, c'est un arbre. Oui. Il y en a qui ont l'air de il y a du bon. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant aussi avec ce plésiosaure, c'est qu'on peut voir qu'il a une fosse temporale, exactement comme un synapside, mais par contre, c'est la fosse temporale supérieure, celle qui est en haut du crâne. Donc, c'est pas la même. Donc là on voit bien le bassin, voilà, les plaques très visibles. Voilà. Ce sont des grosses plaques. Et là, par contre, on voit bien aussi polydactylie et polyphalangie. Hein. Ouais, non, il y a plein de doigts. Il y a plein de doigts avec plein de phalanges et on voit bien comme elles sont plates, surtout là. C'est une différence entre les animaux qui vont nager avec leur queue ou nager avec leurs bras. Voilà. Donc là, vous avez vraiment des énormes palettes natatoires qui permettent de propulser l'animal, en fait. Hein. C'est à ça que ça sert. C'est ça. Et puis pareil, comment ça nageait, probablement de avec façon les papates. assez similaire qu'une tortue, en fait, parce que là où les ichthyosaures devaient nager par ondulation comme des poissons, eux, ils devaient pas onduler, ils devaient juste remuer les pattes comme des tortues, en fait. C'est ça. D'ailleurs, justement, en parlant de tortues, c'est justement... Archélon. Et oui, on a Archélon. Quand on a une tortue, quand on a une tortue géante, de toute façon, c'est toujours Archélon. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Il y en a d'autres des tortues géantes, mais Archélon c'est quand même la plus connue. Attends. Ceci n'est pas Archélon. Non, j'essaie de tourner. Archélon, très reconnaissable, déjà à ses dimensions. Alors, très reconnaissable au fait qu'elle est toujours montée de cette façon-là dans les musées. c'est devenu une présentation mémétique d'Archélon. Elle est toujours présentée légèrement de travers en train de prendre un virage. Je sais pas pourquoi. Mais à chaque fois que je la vois dans des musées, elle est montée comme ça. Et donc pareil, on voit bien... Alors, chez Archélon, ce qui est intéressant, si on regarde les doigts, c'est qu'on n'a pas polyphalangie. Dans l'ordre, du coup, c'est le pouce 2, 3, 3... C'est 2, 3, 3, 3, 3. D'accord. Ouais, ce qui est une formule phalangiale typique pour les tortues. Et qui est aussi typique pour les mammifères. Les tortues et les mammifères ont les mêmes formules. Voilà. Chez les mammifères, c'est très bien. Vous avez 1, 2 phalanges, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, vous êtes capable de compter rien qu'en regardant les plis sur votre main, en fait. Et les tortues, en tout cas la plupart des tortues, ont exactement la même formule phalangienne. Ce qui est un magnifique exemple de convergence évolutive. Puisqu'on n'a pas commencé si vous retourniez voir Dimétrodon, mais on a la flemme, vous verriez qu'il a une formule phalangienne avec beaucoup plus de phalanges. Je crois qu'il avait 3, 4, 5, 4 et re-3, je sais plus. Bref, il avait beaucoup plus de phalanges, Dimétrodon. Il y a réduction après du nombre de phalanges. Il y a réduction du nombre de phalanges chez petit à petit, il y a simplification. Exactement.
Exactement. D'ailleurs, on va pas toujours vers la complexité, comme on dit. Là, on est sur une simplification. Voilà. Et donc on sait que c'était une tortue marine, d'une part parce qu'il y avait cette palette natatoire bien développée, et aussi parce que la carapace est très peu ossifiée. D'ailleurs, ça montre bien que la carapace est faite des côtes de la tortue. Ouais, là, on les voit bien. Là. C'est les côtes qui sont attachées à ce qui reste de la carapace, et qui sont attachées aussi aux vertèbres. Et donc en fait, si vous regardez la ceinture scapulaire, donc les épaules de Archelon, elles sont à l'intérieur de la carapace, c'est-à-dire qu'elle a ses omoplates à l'intérieur de sa cage thoracique. Ce qui est hérité de ses ancêtres qui devaient pouvoir replier tout ça à l'intérieur de la carapace, en fait. Quand elle rentre la tête, elle rentre aussi la ceinture scapulaire des tortues. Donc on voit encore toute son histoire évolutive écrite sur sa carapace, c'est merveilleux. Et c'est vrai que si vous regardez une tortue terrestre, en quelque sorte, vous verrez les plaques de la carapace se conservent très bien en fossile. Et là, si c'était une tortue terrestre, on n'aurait pas ces trous-là, du coup on aurait les plaques complètes. Oui, c'est encore une convergence évolutive avec la tortue lutte. La désossification de la carapace. C'est ça. C'est une belle convergence évolutive aussi. Parce que l'Archelon, qui fait partie des Protostérigidae, c'est une famille qui s'est adaptée pendant le Mésozoïque à la vie marine. Et après, vous avez les Dermochelidés, donc les tortues luttes, qui se sont adaptées encore différemment à la vie marine. Et vous avez les Chelonidés aussi, qui sont les tortues marines qu'on a en Méditerranée, par exemple, je crois. Ouais, et qui, elles, n'ont pas du tout une carapace molle. Là, par contre, la carapace on est sur une carapace bien dure. Mais elles se sont aussi adaptées à la vie marine. Oui, par d'autres moyens. Mais la tortue lutte, par exemple, a une carapace molle. Enfin, molle. C'est une sorte de... C'est un cuir, quoi. C'est une sorte de cuir, c'est ça. Et on voit plus de grosses écailles dessus. Alors, et puis, Quetzalcoatlus. Donc là, en plus, ils ont poussé le vis jusqu'à placer la tortue à côté du ptérosaure. Donc le ptérosaure qui est un archosaure. Et du coup, la tortue à côté de l'archosaure, ça veut dire qu'ils ont poussé le vis jusqu'à représenter le clade des archélosauriens. Et ça, c'est bon, respect. En fait, ils l'ont pas représenté, puisqu'il n'y a pas de trait qui va jusqu'à la tortue. Mais ça veut dire qu'ils en avaient conscience, et c'est marrant après, en fait d'arriver. Ils l'ont mise après, ils auraient pu la mettre avant, le plésiosaure. C'est marrant d'arriver à retracer le schéma de pensée des créateurs du jeu quand ils ont créé le display du musée, quand même. C'est assez ouf qu'ils aient pensé à ça. Donc Quetzalcoatlus, qui est un ptérosaure, l'un des plus grands ptérosaures. Voilà. Qui a vécu. Celui-là, il vient du Crétacé, donc en plus, non seulement c'est organisé par ordre phylogénétique, mais pas par ordre chronologique. Donc c'est vraiment l'ordre phylogénétique qui a primé dans leur c'est pour ça qu'ils ont mis tout ce dessin au sol pour symboliser l'arbre. Là, il est assez bien représenté, hein, ce Quetzalcoatlus, l'un des plus grands ptérosaures, donc le plus grand ptérosaure qu'on connaisse en tout cas, qui est pas si bien connu que ça, mais dont on a quand même pas mal de... et il y a un ptéranodon du coup, représenté en train de voler. Donc là, il est représenté au sol, ce qui est encore... Quetzalcoatlus est représenté au sol, ce qui est encore la façon la plus safe, on va dire, qui fait le moins d'hypothèses de le représenter, parce qu'un Quetzalcoatlus en vol... On sait pas trop comment ça marchait, ces bestioles-là. C'est ça, c'est-à-dire que Quetzalcoatlus, le problème, c'est qu'il est tellement grand que du coup, le poids, encore une fois, augmente en proportion du volume, sauf que la portance des ailes n'augmente qu'en proportion de la surface des ailes. Et donc le volume augmente au cube, la surface des ailes augmente au carré, c'est-à-dire que plus vous avez un grand animal, plus il sera lourd et moins ses ailes seront portantes. Puis il sera difficile de le faire décoller. Et donc ça va déjà même juste même en ignorant le décollage, ça va déjà être difficile d'avoir suffisamment de portance pour qu'il vole. Donc il y a eu des études qui ont été faites et apparemment les ailes avaient suffisamment de portance pour qu'il vole en admettant l'existence de sacs aériens assez balèzes. Mais on a des preuves de sacs aériens dans ces vertèbres puisqu'il y a des trous dans ces vertèbres pour accueillir ces sacs aériens. Et les os étaient creux aussi, comme les oiseaux modernes. Oui, ça permet de limiter le poids. Ça permet donc évidemment de limiter. Les os sont creux, donc oui. Et est-ce qu'il y aurait une possibilité que Quetzal soit complètement terrestre malgré le fait qu'il ait des ailes ? Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont terrestres et qui ont des ailes, c'est possible aussi. Après, ça dépend comment ils les utilisaient, et ça, on n'en sait rien. Encore une fois, il y a le théorème, on peut suivre le théorème qui marchait pour les oiseaux, c'est-à-dire que dès qu'ils ont l'opportunité, ils redeviennent terrestres. C'est ça. Sachant que est-ce que Quetzalcoatlus aurait gardé des ailes suffisamment portantes pour voler en étant terrestre ? Ça m'étonnerait, parce que c'est quand même une dépense d'énergie
conséquente, d'énergie et de matière conséquente pour créer un organe fonctionnel pour pas l'utiliser. Donc bon, oui, on penserait effectivement à un type de vol comme l'albatros qui serait le moins de battements d'ailes possible, à mon avis. Ouais, là, c'est Sophie qui peut en parler. Là. Comment ça volerait un truc comme ça, quoi? Clairement, si jamais il y a une grande voilure comme ça va être un grand planeur. Donc l'albatros, peut-être même un vautour, je sais pas, quelque chose qui a juste besoin d'étendre les ailes sans vraiment se fatiguer à battre des ailes en même temps. Mais le problème, c'est pour le décollage, parce qu'il y a déjà les vautours actuels qui sont pas aussi grands que ça, hein, c'est beaucoup moins grand. Déjà, les condors des Andes, pour décoller, ils ont quand même pas mal de difficultés, et souvent, ils préfèrent s'élancer d'une falaise ou d'un truc comme ça pour arriver à prendre le vent, parce que c'est pas simple, en fait, d'arriver à faire décoller un oiseau du sol, déjà petit, mais alors un grand, où on a tout ce poids à faire décoller, ça demande énormément d'énergie que des fois, on n'a pas forcément. Donc, arriver à faire décoller ça... Je vois bien comme un vautour, un grand vautour qui a peut-être un peu trop mangé, qui va devoir se lancer d'une falaise s'il veut décoller. Peut-être, pourquoi pas. Et après, il y a aussi l'hypothèse, mais là du coup ça marcherait pas, on avait avancé l'hypothèse que peut-être c'était un oiseau qui en fait restait en vol quasiment toute sa vie, et qui se posait quasiment jamais, à part peut-être sur des falaises, tout comme ça. Oui. Pour ça. Là tu parles de ça, t'as dit un oiseau. Oui, mais j'ai dit comme pour certains oiseaux. Ah. Parce que certains oiseaux, notamment les sternes par exemple, arrivent à dormir en vol, elles restent en vol pendant plusieurs mois d'affilée des fois, et elles se posent pas du tout. Donc ça c'était une hypothèse possible, mais le problème c'est que dans ce cas-là on est censé retrouver ces fossiles par le monde entier, parce que ça veut dire que ces bestioles-là voyageaient beaucoup, comme les sternes, et c'est pas le cas, on n'en trouve qu'à un seul endroit du globe, donc ça veut dire qu'en fait ils voyageaient pas tant que ça. On les retrouve qu'en Amérique du Nord, les Quetzalcoatlus. Bah voilà. Donc ils voyageaient pas tant que ça. Contrairement à ce que quasiment tous les documentaires vous diront, ils ne voyageaient pas tant que ça, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. C'est ça. Ce qu'il y a d'intéressant aussi par rapport à la question du vol, si tu peux regarder, il y a un bréchet. Il y a un bréchet. Enfin, il y a pas un bréchet. C'est pas le bréchet. C'est une sorte de. c'est une convergence évolutive, encore une fois, avec le bréchet. Donc vous avez les deux clavicules qui sont fusionnées en furcula. Et au milieu, vous avez cette espèce de grande lame qui accueille le muscle pectoral. Et si vous regardez sur l'humérus, donc si tu peux pointer sur cet endroit-là de l'humérus, là, c'est la crête delto. Il y a une énorme crête deltopectorale, donc qui sert à l'insertion des muscles pectoraux. Donc là, on a une crête qui part de là, qui arrive ici, et qui permet de battre, enfin de ramener le bras comme ça. En fait. C'est ça. Mettre des grandes tatanes. Elle me tapait dessus tout à l'heure, je vois. Donc on a ça c'est une adaptation au vol. On a la présence donc du sein sacrum, comme chez les oiseaux, qui est une adaptation à l'atterrissage, donc fusion des vertèbres sacrées avec le bassin. Mais on a aussi la fusion de l'équivalent, mais au niveau de la ceinture scapulaire, dont j'ai oublié le nom. C'est le, je ne sais plus. Ici. Mais en fait, vous avez la ceinture scapulaire qui est aussi fusionnée aux épaules, et ça, c'est une adaptation aux contraintes développées justement par les muscles du battement des ailes, qui développent tellement de contraintes sur le squelette qu'en fait, tous les os ont fusionné pour s'y adapter. Vous avez, si on regarde au niveau du poignet, l'os ptéroïde, ici, donc l'os ptéroïde qui porte la membrane, donc la membrane était là, le patagium qui permet de voler était là. Donc si cet animal volait pas, il porte quand même beaucoup d'adaptation au vol. C'est ça. Donc il volait certainement, au moins planer un petit peu peut-être, je sais pas, mais après ce qui ressemble au bréchet ici n'est pas non plus très développé pour un animal de cette taille-là. J'avoue que là, niveau muscle, c'était pas... C'est vrai. Comparé à la taille de la bestiole et le poids qu'il devait faire, c'est pas énorme. Ça vous permet pas de durer très longtemps. Si c'était un vol, c'était pas un vol fortement battu. Non, c'était peut-être juste planer, et là dans ce cas-là ça marche. Et juste replier les ailes pour l'atterrissage, pour le décollage un peu, et puis après basta. C'est pas impossible qu'il ait passé beaucoup de temps au sol. C'est pas impossible qu'il ait passé beaucoup de temps au sol, parce que de toute façon sa taille lui permettait certainement de pas être la proie de beaucoup de trucs. C'est grand ça. Oui. Donc il y a peut-être pas grand-chose qui a osé s'attaquer à ça. Et un bec comme ça doit faire sacrément mal quand ça vous tape dessus. C'est clair. Pour avoir testé les becs de nos gros hornbills, les bucorpes d'Abyssinie, l'espèce de calao terrestre en fait.
qui ont un long bec recourbé comme ça. Ça devait faire mal aussi. Question qu'on me pose souvent, ça, c'est la densité de l'air était-elle comparable à celle d'aujourd'hui? Elle était négligeablement différente. Et puis une dernière chose à propos de Quetzalcoatlus qui vaut aussi pour Atzegopteris, c'est qu'il s'agit des derniers ptérosaures. Donc là, on est en fait sur une morphologie qui est un refuge en fait de l'évolution, c'est-à-dire que la grande taille de Quetzalcoatlus, c'est la seule raison pour laquelle il est encore vivant. À ce moment-là, quasiment tous les petits ptérosaures se sont éteints, il ne reste plus de petits ptérosaures. Ils se sont tous fait grands remplacés par les oiseaux. Et du coup, cette taille, en fait, c'est juste un refuge. C'est un truc qu'on constate énormément dans les clades en voie de disparition. Et par exemple, Mégalodon, c'était le dernier survivant des Otodontidés. Donc le requin, la morphologie requin géant était le dernier survivant des Otodontidés. Les éléphants, aujourd'hui, c'est les derniers survivants des proboscidiens. Andrewsarchus, c'était le dernier survivant des Mésonychidés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple qui marche? Les brontotères, les derniers brontotères. Autrefois, on appelait ça la loi de Cope, si vous connaissez la loi de Cope, c'est-à-dire plus ils évoluent, plus les animaux évoluent, plus ils deviennent grands. Mais en fait, c'est plutôt plus les animaux disparaissent et plus il n'y a que les gros qui survivent, en fait. c'est ça qui se passe. Ouais. Oui. On noterait les hominoïdes, les seuls qui survivent, c'est les grands singes. Pour combien de temps encore, je sais pas. Pour combien de temps, on sait pas. Mais non, mais en fait, c'est une valeur refuge, la grande taille. Oui, c'est un dernier rempart. Je sais pas si c'est le dernier rempart de l'extinction, mais oui, on n'est pas loin. Bah, c'est tellement difficile d'être grand, en fait, qu'une fois que tu as atteint une grande taille, tu es relativement protégé. Du coup, t'as pas beaucoup de prédateurs, c'est plus simple. C'est ça, t'as pas de prédateurs, t'as pas de concurrence. Il y a que quand t'es juvénile que t'es vraiment menacé. Bah, Tyrannosaure Rex, dernier représentant des Tyrannosauridés. Bonne taille. Bonne taille aussi. Non, mais c'est vrai. Et les derniers représentants des titanosaures, c'était les plus grands aussi, ceux du Crétacé d'Argentine. Énorme. Enfin, ça marche tout. Ça marche pour à peu près tout, en fait. Bon, non, c'est pas vrai, je fais du cherry picking, mais oui. De la cueillette des cerises. Mais c'est une réflexion intéressante quand on se met à y penser comme ça, en fait. Au lieu de se dire les animaux, quand ils évoluent, ils deviennent de plus en plus gros, quand on y pense que non, c'est à l'inverse, en fait. C'est plus les animaux, plus un clade reste vivant longtemps sur Terre, et plus les petits membres se font dégager par sélection. Ouais, et en fait, il n'y a que ceux qui ont opté pour la valeur refuge de la grosse taille qui finissent par survivre. Alors que pourtant, on a l'habitude de dire la grande taille, ça vous rend plus sensible aux extinctions. C'est ça qui est marrant. Mais alors qu'en fait, pas forcément. Ça dépend des conditions. Tout dépend des conditions dans lesquelles vous vous retrouvez à ce moment-là. Et de ce qui va vous permettre de survivre. C'est tout. Voilà. Si vous êtes plus ou moins adapté à ce qui se passe, dans ce cas-là, ça marche. Et ça, tu vois, Pteranodon, il n'a pas un bréchet si développé. Tu vois, l'espèce de crête au milieu, là, elle n'est pas si développée que ça. Et Pteranodon, je veux dire, personne ne remettra en question le fait qu'il volait. Ah, il volait certainement très bien, mais à mon avis, c'était plus un bon planeur qu'un oiseau qui fait vraiment du vol battu. Rien que la taille. Si tu veux vraiment faire beaucoup de vol battu, t'as pas cette taille-là. Ça. Donc, ils ont séparé ici, d'un côté, les ptérosaures et les trucs comme ça, et de l'autre côté, ils sont partis sur... Les dinosaures. Là, il y a les dinosaures. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils nous ont mis les ptérosaures dans les ornithischiens? J'ai l'impression que c'est ça. Ah oui, non, oui. Ah merde. Dommage, Animal Crossing. Dommage. Vous avez branché les ptérosaures avec les... Ils sont mis Pteranodon et Quetzalcoatlus avec... Et ils les ont branchés avec les ornithischiens. Ouais, c'est ça. Ah, dommage. Et donc, de ce côté-là, donc si tu veux commencer par ceux-là, et puis après on fera les autres. On commence par les saurischiens. Bah, les saurischiens, ils vont conduire aux oiseaux, non? Dans la pièce d'à côté? Non, il n'y a pas les oiseaux dans la pièce d'à côté. Ah non, ils ont quand même pas relié les oiseaux. Ils n'ont pas mis d'oiseaux. Ils n'ont pas mis d'oiseaux? Non. Ah. Donc si tu veux, on peut commencer par ces deux-là. Donc il y a... Alors attends, tiens, je vais mettre là, comme ça tu les verras. On a visiblement un diplodocus, je suppose. C'est bien le crâne d'un diplodocus qu'on reconnaît avec... Il a toutes ses dents qui sont alignées sur le prémaxillaire. Donc toutes les dents sont localisées à l'avant de la mâchoire. Ça, c'est typique des diplodocidés. Donc c'est pour ça que je dis diplodocus. Et puis quand on regarde la colonne vertébrale, vous voyez que sur la colonne vertébrale, il y a 2 arcs neuraux au lieu d'un seul. Donc au lieu d'avoir... on a Dimétrodon juste à côté. Donc Dimétrodon, vous voyez, il y a qu'un seul arc neural surdéveloppé qui forme la voilure. Mais chez Diplodocus, on voit qu'il y a 2 arcs neuraux qui partent vers le haut comme ça. Donc c'est d'ailleurs de là que vient son nom. Voilà, je me mets sur fond blanc.
deux plots, en fait, docus. Donc le dos a 2 colonnes. En fait. Donc on va voir si c'est Diplodocus. Peut-être que c'est Apatosaurus et je viens de me ridiculiser. Oh yes. Merci. Merci. Et donc on voit chez Diplodocus, si on regarde le fémur, on voit chez Diplodocus une convergence évolutive avec les éléphants, puisque le fémur n'a aucun trochanter. Dans les trochantères, c'est toutes ces bosses que vous voyez pour les insertions musculaires du fémur, sur le fémur. Et en fait, là, les membres sont columnaires. C'est-à-dire que non seulement ils sont droits sous le corps, mais en plus, ils n'ont pas une liberté de mouvement telle que vous ne pouvez pas les plier réellement. Vous pouvez pas plier. La pliure au niveau du genou est très limitée. Les mouvements au niveau du bassin sont extrêmement limités parce que justement, vous avez... il faut tenir. Les membres doivent rester bien droits sous le corps, en fait. Donc vous avez des membres columnaires comme les éléphants, et c'est pour ça, par exemple, que dans Jurassic World Evolution, ils les représentent se déplacer comme des éléphants, à savoir une seule patte à la fois, ou alors en train de marcher l'amble, comme les éléphants. Parce qu'on leur donne finalement la motricité qu'on observe chez les éléphants, parce qu'ils ont des membres qui sont très semblables à ceux des éléphants. Non, effectivement, ils ne se battaient pas pour les femelles en se levant sur les pattes arrière, non. Non. Là, on parle d'une mobilité très limitée, d'autant plus que c'est des animaux qui devaient faire au moins 30 tonnes, 20 à 30 tonnes, donc 2 fois plus lourd que le plus lourd des éléphants jamais observés. C'est un peu gros. Autour de 10 tonnes. Est-ce qu'on peut regarder les pattes avant ? Je voudrais voir s'ils ont mis des ongles sur les pattes avant ou pas. Parce que normalement, il y a une grosse griffe sur le doigt numéro 1 de la patte avant, et c'est tout. Et j'aimerais bien voir s'ils l'ont fait. Ouais, tu vois, il y a une grosse griffe, mais par contre, ils ont quand même mis des griffes sur les autres doigts. Autres aussi, malheureusement. Ils ont quand même mis des griffes sur les autres doigts. Ah cette patte-là est mieux. Pas mal. C'est marrant parce que la patte qui est mal éclairée. 3D qui est mal... Ouais, c'est le rendu 3D qui est pas terrible. Ah, si, quand même, il y a une bonne réduction des phalanges qui est représentée, donc ça c'est bien. Ils ont mis une première grosse griffe là. Ouais. Donc on est pas mal, je trouve. Et les autres doigts sont très réduits, donc ça c'est bien. Tu vois, ça c'est très bien. Tu le vois bien. Et c'est pour ça qu'il faut pas représenter, quand vous faites du paléo-art, faut pas représenter vos diplodocus avec des pieds d'éléphant, enfin des mains d'éléphant. C'est pas le cas. Parce qu'ils avaient pas du tout des mains d'éléphant. Du tout. Là, j'ai pas trop de quoi comparer. Là, il y a trop de doigts, j'ai l'impression. Combien 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, il y en a 5, c'est bon. J'ai eu l'impression qu'il y en avait trop. Et on a effectivement la réduction des doigts qui est typique des dinosaures. Vous voyez, fonctionnellement, il n'y a que 3 doigts qui touchent le sol. Comme chez un théropode, en fait. C'est juste que les 2 autres doigts sont pas complètement disparus, mais c'est typique des dinosaures. Il n'y a que 3 doigts qui touchent le sol. Les 2 autres doigts sont pas totalement disparus, c'est normal. Là, t'as une réduction des doigts petit à petit. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, c'est pas aussi dérivé encore que chez les théropodes, effectivement. Non. Effectivement, les diplodocus n'avaient pas des masses de polygones, visiblement. Ça devait pas être très bien géré encore. Je pense qu'on est allé vers une complexification derrière. Exactement. Voilà. Et la longue queue du diplodocus, est-ce qu'on peut la voir à l'image ? La longue queue du diplodocus. Donc, il y a cette histoire que les diplodocus utilisaient leur très longue queue pour se battre. Et ça vient d'une comparaison, en fait, avec les varans. Les varans sont très connus pour se battre avec leur queue. Ils sont capables de vous faire des lacérations. Et en Afrique du Sud, la légende raconte que les varans qu'on a dans le désert sont capables de vous crever les pneus. En tapant avec la queue. Ouais. C'est une puissance extraordinaire. Enfin, je serais pas étonné, très honnêtement. Ils sont capables de bien vous amocher ici. Voilà. Ouais. Et puis la queue, c'est pareil. Elle est très très longue et très très fine à la fin, donc ça fait vraiment un fouet. Donc ouais, je serais pas surpris. Elle est très très dure. Et elle est très très dure. Ouais. Faire gaffe si vous avez des iguanes ou quoi. Je sais que des fois il y en a dans des zoos ou d'autres endroits où ils vous les présentent. En fait, c'est un animal qui a pas l'air quand même. Il a l'air tout placide, il a l'air tout gentil, mais en fait pas du tout. Les iguanes verts aussi. Ouais, les iguanes verts, effectivement. Ouais. Donc c'est un peu dangereux, donc faites gaffe quand même si jamais on vous en présente. Et l'autre fonction possible de cette longue queue, certains ont proposé, enfin il y a un auteur qui a proposé en 2018 je crois, que ça pouvait être une fonction tactile en fait quand ils se déplaçaient en troupeau, ce que l'on sait grâce aux empreintes. On a des empreintes parallèles de sauropodes qui ont été retrouvées, beaucoup, donc ça on n'a pas trop de doute sur le fait qu'il y avait au moins certaines espèces qui se déplaçaient en troupeau. Et ils pouvaient se servir de leur queue en fait pour maintenir la cohésion de groupe. C'était un peu leur radar quoi. Ah, GG il est là. Ah, Bébert il est à droite. Oh, c'est pas une bête idée, écoute. C'est une idée, c'est complètement, ça fait partie de ces hypothèses complètement non démontrables.
Mais bon. Ça pourrait marcher, hein, très honnêtement. Ça pourrait marcher. Bon, Brachiosaurus. Mais bon, ça en même temps, c'était un peu couru d'avance. Facile. Donc Brachiosaure qu'ils ont. Alors, il y a Brachiosaure et il y a Girafe à Titan, les deux sont valides. Et là, vu la taille de celui-là, je pense que c'est Brachiosaure. Bah là, oui. Parce que Brachiosaure est plus petit que Girafe à Titan. Et donc, ils lui ont fait beaucoup de signes qu'il faut pas faire. C'est celui comme ils avaient été représentés au début. Oui. C'est comme ça. Oui, c'est une vieille représentation. C'est une très vieille représentation, ça. Donc, normalement, le cou était plus comme ça, en fait. Pas comme ça. Mais plus anglais, comme ça. Bon, alors le brachiosaure, c'est bon. Le brachiosaure, donc on retrouve Girafe à Titan en Afrique et on retrouve Brachiosaure en Amérique du Nord, et les deux étant très similaires, ça veut dire en fait que la Pangée n'était pas encore complètement détruite, défaite au Jurassique supérieur, au Jurassique moyen. C'est moyen ou supérieur? Bref, au Jurassique. Ouais, quand ces deux animaux ont vécu. Je pense qu'on peut passer à la suite là, si on est un peu pressé par le temps. On peut passer aux ornithischiens, qui sont donc proches parents des... sont nos proches parents des ptérosaures, qui font face à l'Afrique des Cèdres. Stégosaure, représenté dans sa reconstitution Jurassic Park, d'après ce que je peux voir. Ici... Et Ankylosaure, du coup. Oui. Ankylosaurus. Je pense que c'est Ankylosaurus, mais ça pourrait aussi être Oplocephalus. J'ai pas la prétention de faire la différence entre les deux. Ouais, Ankylosaure. C'est Ankylosaure, mais au sens vernaculaire du terme, ça pourrait être n'importe quel Ankylosaure. Donc les stégosaures. Les stégosaures, c'est très intéressant parce que... Bon, on va parler des plaques rapidou, mais c'est surtout les stégosaures, c'est marrant parce que là, quand on se posait autrefois la question de à quoi servaient les épines sur sa queue, donc il a 4 épines sur la queue, quand on se posait la question, on s'est dit, c'est probablement pour la défense ou c'est pour les parades funéraires. Funéraires, oui. Non, les parades nuptiales ou les combats entre mâles pour conquérir des femelles. Ouais. Et en fait, on a découvert une vertèbre d'allosaure avec un trou à l'intérieur. Et en fait, quand on place une épine de stégosaure dedans, ça rentre impec. C'est exactement la bonne taille, exactement la bonne forme. Ça... Donc on a un allosaure qui semble s'être fait bolosser par un stégosaure dans le registre fossile. Sympa. Donc effectivement, ça confirme l'hypothèse de l'attaque. Et vous imaginez que pour faire un trou... Défense, ouais. Enfin oui, de la défense, pardon. Mais du coup, vous imaginez que pour aller foutre une épine dans les vertèbres d'un allosaure qui lui est bipède, ça montre bien en fait que la queue était tenue très haute, comme on le voit ici, et pas vers le bas comme on le voit dans Jurassic World, qui a fait un gros rétropédalage sur le... Oui, c'était au niveau du sol là. Ouais, voilà. Donc là, ils pouvaient tenir, non seulement ils devaient la tenir très haute, mais en plus ils arrivaient à la balancer assez haute pour pouvoir trouer la colonne vertébrale d'un allosaure. C'est quand même assez... C'est pas mal, assez balèze. Et pareil pour les ankylosaures, jusqu'à il y a 3 semaines, on savait pas trop à quoi servait leur espèce de grosse queue, de massue. Exactement. Bon, on se doutait bien que ça devait pas servir à jouer au tennis. Ça aurait été pratique quand même. Je veux dire, ça ressemble à une massue, ça devait être utilisé comme une massue. Au golf, c'est rien. C'est un club de golf. Et il est beau. Et donc, mais il y a en fait là, toute cette partie, la partie terminale de la queue, tout ça c'est ossifié, c'est fusionné complètement. Donc on s'imaginait bien qu'ils s'en servaient pour la balancer du coup. Ouais. Et donc récemment, il y a 2-3 semaines, a été publié un article en fait où ils ont trouvé un ankylosaure avec des dommages sur le côté de sa carapace, donc sur les épines qu'on voit sur le côté là. Vous voyez celle-là, ouais, exactement. Avec des dommages sur le côté de sa carapace qui montrent que c'est... Du coup, il se foutait des coups, voilà. Donc il devait se mettre tête bêche, en fait, et se mettre des grands coups de queue dans les flancs, probablement en période de reproduction, du coup. Donc là, au moins, on a le registre fossile nous indique clairement des utilités possibles, enfin confirme certaines utilités qui n'étaient que hypothétiques avant qu'on découvre ces fossiles. Donc ça, moi, je trouve ça assez ouf. Tiens, là, on voit bien le bassin donc, qui est voilà, ici. Qui est pas comme il faut, du coup. Il y a une branche vers l'avant, une branche vers l'arrière. Non, mais derrière, je pense que c'est... Ah non, c'est lui. Ah non, il a bien un bassin de saurischien. Ouais, non, c'est pas bon, lui, par contre. Ouais, le bassin de saurischien sur un ornithischien, c'est dommage, ça. Ouais, c'est bête. Est-ce que lui, du coup... Et lui, du coup, est-ce qu'on voit son bassin? Je vois pas son bassin. Attends. Il y a une branche qui part vers l'avant. Il y a une grande branche qui part vers l'avant. Et aussi une...
Mais là, vois pas trop là, pour là, l'arrière. ça a l'air d'être le prépubis par contre, donc ça va. Ouais. Mais l'autre là, là, non. l'ankylosaure, ça donne vraiment l'impression que c'est un bassin de saurisquien. C'est un peu bizarre. Ou alors c'est un prépubis hyper développé. Je sais pas. Bizarre. Bon, en tout cas. Bizarre. Et donc les plaques de stégosaure, ce sont des ostéodermes, donc comme sur les crocodiles. Mhm. Et ces ostéodermes, on voit des vascularisations, donc on sait qu'elles étaient recouvertes de peau, et on sait toujours pas à quoi elles servaient. Ça par contre... La thermorégulation peut-être, mais ça veut pas dire sans chaud ou sans froid, ça veut juste dire que c'est des machins comme la crête de Dimétrodon, ça avait une prise au vent, donc ça devait servir d'une façon ou d'une autre. Ça devait avoir des effets secondaires, au moins sur la thermorégulation, voilà, c'est même ça. C'est ça, plus. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Iguanodon. Ouais. Iguanodon et Parasaurolophus. Voilà. Donc là, on a les ornithopodes, du coup, respectivement. Iguanodon, c'est un iguanodontidé et Parasaurolophus, c'est un hadrosaure. Donc ils sont tous les deux unis par le fait d'avoir des batteries dentaires hyper développées. Donc c'était des herbivores, enfin des végétosaures. Parce que l'herbe à l'époque... Il n'y avait pas d'herbe encore. Les Les graminées sont apparus au Crétacé. Mm. Les graminées existent au Crétacé, mais elles ne forment pas encore de grandes plaines herbeuses. C'est ça. Et donc là, on a Parasaurolophus, on en a déjà parlé la dernière fois de sa crête qui était creuse du coup et qui devait servir de trompette, former des sons très très graves. Clair, ouais. Exactement. Je sais pas si on voit les quenottes. On doit pouvoir voir les quenottes. On les voit un peu. Oui. On les voit un petit peu, donc les batteries dentaires. Mm. Et puis on a, et chez Iguanodon, on a son pouce qui forme une épine. Et qu'on pensait que c'était le nez. Dont on a, dont Ce truc-là. À l'époque de Mantel, quand ils l'ont découvert pour la première fois, de Mantel et de Sir Richard Owen. Ça se mettait là. Ouais, voilà, ils pensaient que c'était une griffe sur le nez. Voilà. La queue avec plein de vertèbres, ça implique une grande flexibilité. Si on parle encore des hadrosaures, non, parce que là, il y avait un genre de tissu... les tendons ossifiés, là, on les voit bien là. On les voit bien là, entrecroisés, il y a des tendons ossifiés en fait qui empêchent la queue d'être flexible. Chez Stégosaure par contre, il n'y avait pas les tendons ossifiés, donc Ici, la queue pouvait être flexible. C'est pas les mêmes structures. Par contre, il demande s'il n'existe pas des stégosaures adultes sans les plaques. Genre femelles, si les plaques c'est juste de la sélection sexuelle, mais je crois pas, non? Pas que je sache, non. Non. Donc non, et puis la raison pour laquelle on sait où se mettent les plaques sur un stégosaure, c'est parce qu'on a retrouvé des très beaux complètement articulés dans la formation Morrison, si je me rappelle bien. Donc, parce que sinon on n'aurait pas vraiment su quoi en faire en fait de ces plaques. C'est un peu comme le pouce du... C'est un peu comme le pouce de l'iguanodon, exactement. C'est quand dès que vous avez un organe, dès que vous avez un organe un peu funky, on sait jamais quoi en faire. Donc à moins de trouver des trucs tout articulés, on est comme tout le monde, on est perdu. Ouais, c'est ça. Alors ensuite, nous avons évidemment notre fameux classique Triceratops, évidemment, et un pachycéphalosaure derrière. Voilà, avec la petite tête bien renforcée. Exactement. Pachycéphalosaure qui est, il est suffisamment grand. Parce que vous avez évidemment l'hypothèse que les pachycéphalosaures avec des grandes épines comme ça, ça pourrait être Stygimoloch. Mais en fait, il y a Jack Horner qui dit que Stygimoloch et pachycéphalosaure, ce sont exactement la même chose. Bon, là, ça m'a l'air suffisamment grand et les épines suffisamment petites pour qu'on puisse dire que c'est Pachycephalosaurus et rien d'autre. Bon, Triceratops, la vache du Crétacé, très reconnaissable à sa tête à 3 cornes. Vache à 3 cornes, ouais. Très Exactement. sympa. Et donc là, si on peut voir le fémur de Triceratops, parce que justement, là, on va peut-être réussir à voir, s'ils ont fait ça correctement, on va peut-être réussir à voir les trochantères dont je parlais. Est-ce qu'on peut en faire le tour? Oula, il y a des os centraux. Ah non, c'est bon. Non, c'était... Est-ce que tu les vois ou pas? Je peux pas beaucoup faire plus le tour non, que ça. mais... Ouais, non, c'est pas si évident que ça. Les modèles 3D sont pas non plus super bien détaillés. Ça reste un jeu Switch. On n'est pas... Non, mais par contre, ce qu'on voit bien, c'est l'acétabulum perforé, donc l'articulation du fémur, comme chez tous les dinosaures, mais là, ça se voit bien, en l'occurrence, parce que c'est bien éclairé. L'articulation du fémur avec le bassin, c'est un trou chez les dinosaures. C'est pas juste une poche, comme chez l'être humain, avec un fond osseux. C'est vraiment un trou. Donc vous pourriez littéralement
mettre votre poing au travers. Donc là, on voit bien que c'est un trou et pas juste une poche. Donc là, c'est très bien. Et là, on voit bien sur que c'est le prépubis et pas juste le pubis qui est orienté vers l'avant. Donc là, c'est vraiment un ornithischien avec le pubis et l'ischion et le pubis qui sont orientés vers l'arrière, et c'est juste le prépubis qui remplace fonctionnellement le pubis à l'avant. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais ça devait avoir avec la biologie de la respiration. En tout cas, c'est ce que mon collègue Victor Rademarker avait supposé en étudiant justement les gastralies de Heterodontosaurus. C'est intéressant. C'est un genre de trade-off en fait entre la digestion, laisser de la place pour la digestion et une efficacité au niveau de la respiration. C'est assez compliqué. Ça n'a pas l'air simple, ouais. Ça n'a pas l'air simple. Tu veux voir la suite ? Le pachycéphalosaure qui est très connu du coup avec son espèce une épaisseur d'os sur la tête assez ouf. Donc ouais, du coup... je me demande si on peut pousser le vis jusqu'à reconnaître quel tyrannosaure c'est. Est-ce qu'on peut zoomer sur la mâchoire de Tyrannosaurus pour voir s'il a des trous dedans ? Vous savez, les fameux trous de la Trichomonas gallinae, la maladie des tyrannosaures. Parce que du coup, il n'y a pas deux T-Rex, il n'y a pas deux squelettes de T-Rex qui ont les mêmes trous. Je peux pas zoomer plus que ça. Ah non, ils n'ont pas fait de trous. Et alors Tyrannosaure Rex, qu'on reconnaît bien parmi les tyrannosauridés, d'une part par sa taille gigantesque, évidemment, par ses petits bras, et aussi parce que quand on regarde la fosse temporale, si tu peux pointer la fosse temporale, il faut descendre à droite, ça c'est l'orbite. Ça arrive. C'est là. La fosse temporale est en forme de 8, vous voyez, elle est interrompue au milieu par un genre de petite langue osseuse. Ça, on retrouve ça que chez les tyrannosaurinés. Et après, pour le reste, il a l'air très bien fait, ce tyran. Non, ils sont. Moi, je tiens à tirer mon chapeau sur les détails anatomiques, sont super bien faits. Donc là, on voit bien le bassin saurisquien avec le pubis à l'avant et l'ischion à l'arrière. C'est ça. Est-ce qu'on peut voir les dents ? Je veux voir s'ils ont poussé le vis jusqu'à faire les dents du prémaxillaire plus petites que les autres. Apparemment, oui. Oui, on dirait. C'est ça aussi, c'est un trait de tyrannosaure qui est typique. Ouais, non, c'est ça a l'air d'être bon. Et alors là, ce qu'ils ont mis au premier plan, c'est très marrant. Donc ça, c'est un coprolithe de Tyrannosaurus. On voit que c'est calqué en fait sur la morphologie des rares coprolithes qu'on connaît de Tyrannosaurus. Ce qui démontre d'ailleurs que Tyrannosaurus engloutissait les ossements de ses proies, puisque on trouve des morceaux d'os à l'intérieur. Ce qui confirme d'ailleurs la morphologie des dents. Les dents, c'est des dents de broyeurs d'os. Donc on retrouve des os dans les coprolithes, c'est tout à fait cohérent. Alors, comment peut-on identifier l'espèce d'un coprolithe ? C'est très compliqué. C'est très 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 compliqué, mais dans le cas de Tyrannosaurus, c'est très simple, c'est un gros tas de merde. Et c'est un gros tas de merde de carnivores avec beaucoup d'os à l'intérieur, parce qu'on le sait, parce qu'il y a beaucoup d'os à l'intérieur. Et le plus gros carnivore qui existe au Crétacé supérieur en Amérique du Nord, c'est Tyrannosaurus. Donc le seul possible producteur d'un gros tas de merde qui contient de l'os, c'est Tyrannosaurus. Donc dans le cas de Tyrannosaurus est une exception dans la mesure où c'est très facile d'identifier ses coprolithes à lui. Mais par exemple, nous en Afrique du Sud, c'est plus compliqué. Par exemple, dans le Permien moyen, il n'y a pas longtemps, on a trouvé un coprolithe d'à peu près cette taille-là. Et il contient de l'os, donc c'est un coprolithe de carnivore, mais maintenant la question c'est est-ce que c'est Anteosaurus ou est-ce que c'est Lycosuchus ? Et Anteosaurus c'est un dinocéphale et Lycosuchus c'est un thérocéphale, donc c'est pas du tout le même animal. Et on peut pas savoir. là tu peux pas savoir. C'est pour ça qu'il y a une classification parallèle qu'on appelle une parataxonomie pour les coprolithes, du coup. Les coprolithes reçoivent des noms d'espèces pour eux-mêmes en fait. On ne trouve jamais de coprolithes à l'intérieur des fossiles. On trouve des coprolithes et dans ce cas-là, je sais plus comment on les appelle, mais on les appelle. C'est pas des gastrolithes du coup. Parce que les gastrolithes, c'est dans l'estomac, enfin dans le gésier en l'occurrence. Ce sera des intestins olithes, je sais pas comment on dit. Mais bref, ça a un nom spécial. Les coprolithes retrouvés à l'intérieur de l'emplacement de l'intestin, ça a un nom spécial dont je ne me rappelle plus exactement. Et si ça arrive, et dans ce cas-là, on peut identifier évidemment l'animal puisqu'on a le reste du squelette accroché au coprolithe. Mais il faut voir que ça demande des conditions de préservation assez exceptionnelles parce qu'il faut dire préservation d'un truc mou, les coprolithes, et préservation d'un squelette autour. Donc c'est un alignement de planètes qui n'arrive pas souvent non plus. Est-ce qu'on sait estimer la vitesse de T-Rex ou est-ce que c'est juste un fantasme documentaire ?
On sait estimer la vitesse d'un T-Rex puisque la vitesse va être raisonnablement proportionnelle. C'est lié à la taille des pattes, c'est lié à la morphologie des os, c'est lié à comment est-ce que tu accroches tes muscles dessus. Donc oui, tu peux arriver à estimer la vitesse de la bestiole. C'est surtout la longueur des pattes. C'est raisonnablement... Après, c'est de la mécanique aussi, il faut savoir si ton animal il peut galoper ou pas, s'il peut marcher ou s'il peut aussi courir. Et en fonction... Entérolithes, oui, merci. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle des entérolithes. Merci. Exactement. Oui, non, bah, la vitesse, c'est à partir de la longueur des pattes essentiellement. Ceci étant dit, c'est mieux d'avoir des empreintes de pas pour confirmer que vos estimations de vitesse sont correctes. Et pour T-Rex, on n'a pas de piste de T-Rex. On n'a pas de piste complète de T-Rex pour estimer. Et idéalement, il faudrait une piste de course. Et alors ça, on n'en a pas du tout. Bah, c'est comme tout, c'est que vous pouvez estimer la vitesse de course en fonction de la distance entre les empreintes dans ces cas. C'est ça. Comme on n'en a pas, bah, ça marche pas. Ouais. Allez. Après, tout le monde a l'air d'accord pour dire que la vitesse donnée dans Jurassic Park est un poil surestimée. Un poil. Un poil. Un poil. Une plume. Une plume surestimée. Alors. Là, on a Baryonyx, ou c'est... J'arrive pas à voir la crête à cause de notre caméra. Il y a une crête sur le dos ou pas? C'est Baryonyx ou c'est Spinosaur? C'est Spinosaur. Ah bah Spinosaur avec sa crête rectangulaire. Puisqu'on devait être entre 2014 et 2020 du coup. C'est ça. Bah, il est sorti en 2020 le jeu. D'accord. Bah oui, mais la crête n'est redevenue ronde que très très récemment. C'est ça. Donc c'est pour ça elle était adéquate à l'époque, on va dire. C'est ça. Donc là on a le Spinosaur Sauce Ibrahim 2014. Qui est en train de nager. Représenté en train de nager. Et représenté beaucoup plus petit qu'il ne l'est réellement. Hein, parce que là, la longueur du crâne par rapport au tyrannosaure est pas du tout proportionnelle. Bah, ils avaient peut-être pas la place. Ouais, c'est peut-être juste un problème. Ça, c'est le coprolite. Après, on est reparti sur le T-Rex. Et donc on voit, et ça permet de voir quand même bien la disproportion des pattes postérieures par rapport aux pattes antérieures. Là, du coup, en 3D, ça se voit très bien. Et on a Deinonychus. Ouais. Deinonychus et Archaeopteryx. Non, c'est quoi ça? C'est complètement... Ouais, c'est complètement l'Archaeopteryx de Berlin. Ouais, c'est ça. L'Archaeopteryx de Berlin, celui-là. Du coup. C'est donc il y a quoi? Il y a 8 spécimens, 8 ou 9 spécimens d'Archaeopteryx, donc ils ont tous un nom. Dont en fait. Un qui est une plume. Seul. Si tu peux mettre en FPS, ouais. On y va. Donc l'Archaeopteryx, ouais, on reconnaît bien. Donc ça, c'est... On le reconnaît bien celui-là. Alors c'est celui de Berlin. Enfin, c'est inspiré de celui de Berlin, mais en vachement plus joli. Hein. Ah, Là, on voit bien les plus plumes là pour le Par contre, ils ont fait funky au niveau des plumes. Ouais, parce qu'en fait là, vu comment elles partent, normalement les plumes, si vous voyez sur ces os là, ça va s'attacher à intervalles réguliers. Donc c'est pas tout attaché autour de... Là on a l'impression qu'elles sont attachées autour de cette articulation là et puis après de cette articulation là. Non, normalement c'est à intervalles réguliers sur ce petit nonos là que vous voyez là. Et puis c'est tout. Donc ça fait vraiment assez... C'est une ligne assez droite en fait. Et là c'est pas le cas, on a l'impression qu'elles sont attachées autour de points centraux. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ouais. Voilà, alors qu'elle devrait être sur l'ulna, c'est ça? Elle devrait être alignée là. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez des trous dans l'avant-bras qui permettent de dire que même certains dinosaures pour lesquels on n'a pas retrouvé encore de plumes, comme les ornithomimosaures et les allosaures, avaient aussi des plumes sur les bras, parce qu'on a ces trous. Mais normalement, ces trous, ils sont sur l'ulna. Donc là, exactement, où se trouve le pointeur. Voilà. Et ça... Donc là, c'est pas normal. Après, pour la queue, par contre, ça c'est logique, parce qu'effectivement, sur l'Archaeopteryx, les plumes sont pas attachées au pygostyle, comme sur les oiseaux modernes, elles sont toutes attachées à ce qui reste de queue, en fait. Donc c'est logique. Mais là, sur l'Archaeopteryx, vous avez une queue qui est encore très longue, une queue osseuse, et du coup, les plumes viennent s'attacher au fur et à mesure sur toutes les petites vertèbres qui sont encore là. Donc là, c'est normal. Et il n'y a pas de plumes sur les pattes arrière. C'est un truc qu'on oublie de préciser, mais quand on voit Microraptor, par exemple, qui a des plumes sur les pattes arrière, et beaucoup de dinosaures non aviens, enfin de paraviens non aviens, des théropodes très dérivés, mais pas encore des oiseaux, donc les paravès non aviens, ont des plumes sur les pattes, mais du coup, les oiseaux, Archaeopteryx le premier, n'en avaient pas. En tout cas, pas des plumes... Pas des grandes plumes, des rémiges, c'est ça? Comment t'appelles ça? Oui, des rémiges. Donc pas des grandes rémiges, donc ils avaient des plumes duveteuses, hein, comme les plumes, c'est ça, comme ils les avaient oiseaux du modernes. duvet, ils avaient ce genre des petites plumes de couverture certainement, mais ils n'avaient pas des grandes plumes de vol, symétriques ou asymétriques d'ailleurs, à l'époque.
qui permettait donc de tenir en l'air, alors que les autres, ça faisait un peu comme s'ils avaient 4 ailes en fait. C'est ça. J'étais de le 4 ailes. Attends, il y avait pas un problème du fait que les pattes du docteur Ibrahim n'appartenaient pas au même animal que le reste du corps? Si oui, pourquoi rester sur cette anatomie peu commune? Alors, c'est les pattes du docteur Ibrahim, je sais pas, mais en tout cas... Celle de son spinosaure. Celle de son spinosaure. Il y a le néotype, en fait, que Ibrahim a désigné de spinosaure, n'inclut que des pattes arrière et quelques vertèbres. Mais, il y a une griffe, il y a une phalange, si je me rappelle bien. Et donc, ces pattes arrière, elles sont quand même petites comparées aux vertèbres qu'ils ont retrouvées en même temps que le reste. Donc c'est vrai que les pattes arrière sont très petites, mais il faudrait avoir, oui, effectivement, les bras qui vont avec pour être complètement sûr de ses proportions, effectivement. Ouais. Ceci étant dit, il ne faut pas perdre de vue que c'est déjà pas mal ce qu'on a trouvé pour Spinosaurus. On devrait déjà être content de ce qu'on a. Puis une dernière chose sur Archaeopteryx, c'est qu'il n'a pas de bréchet du coup là. Il n'a pas cette lame. Oui, non, il l'avait pas. Donc lui, c'était plutôt un planeur en fait. C'est ça. Ses plumes étaient asymétriques, ce qui lui permettait d'avoir une certaine portance quand même. Oui, alors asymétrique jusqu'à une certaine limite, parce que c'est pareil, il y a des degrés. Donc, asymétrique, c'était le début, c'était pas non plus... D'accord. Alors on va voir, est-ce qu'ils ont appelé ça Deinonychus ou est-ce qu'ils ont appelé ça Velociraptor? Ça, je suis curieux. Je crois qu'ils l'ont appelé Deinonychus. Deinonychus, oui, avec un accent sur le E, c'est bizarre, mais... Bah, ils l'ont mis sur pas mal d'autres bestioles, en fait. Ils ont francisé les noms, mais sauf que Deinonychus, c'est le nom latin. Donc il devrait pas y avoir d'accent, ouais. Eh ben allez, next. Et alors, juste avant qu'on passe à la salle suivante, l'extinction. tu noteras, on finit par une extinction, et quand on regarde tout en haut, tu as la petite mais il y a des secrets. météorite qui va leur tomber sur la tronche, voilà. Il y a le brachiosaure dans le passage. Justement, c'est peut-être pour ça, le brachiosaure est tourné vers la météorite et se dit « Oh mon Dieu !» Oui. Planeur arboricole, oui, c'est ça, il y a des petits oiseaux à l'époque, enfin des oiseaux, des ancêtres, on va dire, qui étaient effectivement planeurs arboricoles. Oui, d'ailleurs, on retrouve beaucoup d'oiseaux mésozoïques qu'on appelle les énantiornites. On les retrouve piégés dans l'ambre en Birmanie. Donc c'est bien la preuve. Qui étaient accrochés aux arbres. Donc c'est bien la preuve qu'ils faisaient les fifous dans les arbres. C'est à partir de quelle Ceci dit, on a aussi une ammonite dans l'ambre de Birman, alors faut faire gaffe à entendre des choses comme ça. Elle s'accrochait aux arbres aussi. C'était des ammonites arboricoles, ouais. Bon, on en a une, c'est pas non plus... Donc c'est à partir de quelle période qu'on trouve des preuves solides de vol actif? Déjà, les énantiornites étaient des vols, pratiquaient le vol battu. Oui. Mais c'est à partir du développement de l'allule, non? Normalement, oui, ça commence à partir de là. Donc c'est déjà Crétacé. Commence par là. Fin Crétacé, ouais. On a déjà ça. À partir du développement de l'allule et puis du bréchet, quoi. Donc dès la fin du Crétacé, on a déjà à l'époque des dinosaures, il y avait des oiseaux qui pratiquaient le vol battu et qui d'ailleurs ont botté le cul des ptérosaures, du coup, des ptérosaures de petite taille. Qui étaient tout à fait capables de tenir tête à ce genre de bestioles. Alors ici, c'est donc la dernière salle. On va arriver ici. Donc là, tu as un oiseau. Alors, tu as une des lignes ici qui est connectée à la première silhouette, qui est une silhouette aux ornithischiens, oui. C'est bien ce que je disais. Donc, ils ont placé les oiseaux ici, avec les ornithischiens. C'est la petite ligne ici. Ceci dit, là, ils ont branché les théropodes aux ornithischiens, là. Oui, là, malheureusement, ils sont reliés là. Ah oui, non, mais là, les théropodes, en fait, c'est des ornithischiens dérivés dans leur histoire. Ça. Ouais, ils ont un peu fait n'importe quoi sur les dinosaures. Sur les dinosaures, ils n'avaient pas un bon consultant là-dessus. Ouais. La révélation des ammonites arboricoles, absolument. On va faire un documentaire bientôt, ça va éclipser les pyramides. D'accord, bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on n'a pas énormément. Le smilodon, le brontotère, le mégalocéros, et on a un australopithèque. Voilà. Est-ce que j'ai bon? On va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Le mammouth, on le reconnaît évidemment à ses défenses recourbées qui font comme une embrassade. C'est ça. Donc ça, c'est très typique des mammouths, même ceux qui n'avaient pas de poils. Donc là, est-ce qu'on peut voir le dos de ce mammouth? Pour voir si le dos part vers le bas, c'est un mammouth des steppes, mais si le dos part pas vers le bas, ça pourrait être... Ah bah oui, c'est comme le mammouth de la galerie d'anatomie à Paris, c'est Mammuthus imperator, je crois. On l'appelait avant Mammuthus imperator, mais j'ai oublié le nom d'espèce maintenant. Méridional, voilà, Mammuthus meridionalis. C'est ça. Imperator et meridionalis ont été synonymisés. Donc ouais, très joli. Et donc là, on voit bien, pareil, le fémur. Le fémur du mammouth qui est parfaitement lisse, sans trochanter. Et on voit les carpes qui sont alignées. Donc
C'est ce qu'on appelle la taxéopodie. Les carpes, au lieu de faire un beau bordel d'os comme chez nous, tout est bien droit, tout est bien aligné. Vous voyez, c'est cubique. C'est Minecraft, c'est cubique, c'est bien. C'est Minecraft. Donc là, c'est Smilodon. Le Smilodon qu'on reconnaît à ses dents de sabre et à sa queue courte, contrairement à Ark où il avait une longue queue. Voilà. Enfin, le trailer de Ark, la série où il avait une longue queue. Et si on regarde les dents de Smilodon, normalement, s'ils ont bien représenté ça, il doit y avoir très très peu de molaires. Parce que, là, tu vois, il n'y en a qu'une. Il y en a deux. Ah, attends, voilà. Il y en a deux en haut et deux en bas. Et en bas, il y a ces trois grosses, en haut, là. deux en bas. Donc ça, c'est une tendance qu'on voit chez les félins. Chez les félins de manière générale, les félidés. Chez les félidés. Ouais, chez les félidés. Principalement, ouais. Où on a plus ils sont carnivores, plus ils sont hyper carnivores et moins ils ont de dents. Mais les dents deviennent de plus en plus simples et de plus en plus aiguisées. C'est-à-dire qu'ils perdent complètement la capacité de mâcher la nourriture et par contre ils augmentent la capacité de la couper. Et ça va avec des dents qui sont de moins en moins nombreuses mais de plus en plus longues. Donc ils deviennent des véritables couteaux. Voilà. Celle en bas, là, vous avez... Là, ouais, non, je crois même que c'est qu'une dent. C'est qu'une seule grosse. Bah, c'est pas la carnassière, ça ? Bah, c'est les carnassières, oui. C'est voilà. ça. La dentition devient entièrement formée presque exclusivement par les carnassières. Donc la 4e prémolaire du haut et la 1re molaire du bas. Là, Smilodon, c'était une belle bait. Hein. C'était une belle bait. Ceci dit, il a l'air un peu gros, effectivement. Mais bon, j'aurais pas fait le malin. Quelle que soit la taille de Smilodon, j'aurais pas fait le malin. Comment ça maintient le tranchant au cours de la vie, ce genre de dents gigantesques ? Ben, étonnamment bien. Je sais pas si vous avez déjà mis la main dans la bouche d'un lion, ça marche pas mal. Bah, elle se touche légèrement, donc pareil, elle s'aiguise. Elles s'aiguisent l'une sur l'autre. Hein. Elles se touchent et elles s'aiguisent. Et après, il y a toujours la grande question de à quoi servaient les dents de sabre. Et question à quoi ? Généralement, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y a toujours cet argument qui est ramené de les dents de sabre étaient trop fragiles et s'il avait mordu, il se laisserait casser. Donc il devait absolument mordre une partie. Tu sais, 3 Smilodons devaient se mettre ensemble pour tenir la proie, pour que le 4e puisse mordre la jugulaire, mais tu sais, juste à l'endroit où c'est bien mou pour être sûr de pas se péter les dents et tout. Et pendant ce temps-là, la réalité, c'est que tu trouves des crânes de Smilodons avec des trous gros comme Hag qui ont été faits par d'autres Smilodons avec leurs canines. Tu trouves des traces de morsures évidentes de Smilodons sur d'autres Smilodons où on voit que la canine a fait des ravages dans le crâne. Ils étaient tout à fait capables s'ils étaient capables de se transpercer la tronche les uns les autres, ils étaient capables de mordre des proies. Hein. Il n'y a aucun problème. Donc non, les dents de sabre servaient à se la péter. Oui, aussi. On a beaucoup d'herbivores qui ont des dents de sabre. Juste pour se la péter, effectivement. C'est ça. Et ça marche aussi. On a beaucoup comme par exemple on a certains... Chevrotins. Ouais, les chevrotins, exactement. Il y a les chevrotins, il y a les muntjacs, il y a les moscus, donc le cerf musqué, qui ont des grandes dents de sabre, mais ce sont des herbivores. Et donc ça sert juste à se la péter entre mâles et à se battre entre mâles. Donc encore une fois, ils se mordent. C'est fait pour, hein. C'est fait pour mordre, mordre entre mâles pendant la saison des amours pour que... Par contre, Smilodon, lui, il était probablement pas solitaire, c'était probablement un animal qui vivait en meute, qui chassait en meute, on sait pas, mais bon, il vivait en meute parce qu'on a retrouvé de très très vieux Smilodons qui n'avaient plus de dents et qui n'auraient pas pu survivre sans l'aide de leurs congénères. D'accord, bon, peut-être comme les lions actuels, du coup. C'est ça, donc on est probablement sur une société proche de celle des lions actuels. D'accord. Mais encore une fois, ça sort pas de nulle part. C'est pas comme la chasse en meute des vélociraptors qui a été sortie de... on a retrouvé des squelettes de raptors avec un squelette d'herbivore, alors ils chassaient en meute. Non. On a retrouvé un Smilodon vieux, très très vieux, tellement vieux qu'il n'avait plus de dents, et pourtant il avait réussi à survivre. Et donc ça, c'est interprété comme étant... Et c'est pas seulement un, il y a aussi d'autres Smilodons qui ont été retrouvés avec des blessures monumentales. Et puis on retrouve aussi ces traces de morsures qui montrent qu'il y avait des interactions sociales aussi. Donc tout ça on l'a pour Smilodon. On a du matériel qui permet de dire il vivait en meute. Et donc il chassait probablement en meute. Les morses, c'est hallucinant, la taille chez certains mâles limite handicapant. C'est vrai. C'est la théorie du handicap. Plus c'est handicapant, en fait, plus tu dois être un bon reproducteur parce que tu as quand même réussi à survivre malgré ça.
La femelle interprétant ça comme étant un signe que tu arrives à survivre malgré le fait que tu devrais pas. C'est ça. Elle dit oh lui, Il est bon. je vais me le faire. Un peu comme Néandertal. Oui, on a trouvé pareil pour Néandertal, des preuves. Enfin, Néandertal et aussi Homo erectus. Enfin, en Géorgie notamment, il y a ce crâne qui n'a plus du tout de dents. La mâchoire, elle est quasiment complètement bouffée. D'Homo erectus / Georgicus, tout dépend qui vous écoutez. Mhm. Et donc pareil, ça c'est la preuve qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui mâchait sa nourriture autrement. Autrement, ça marche pas. Et donc, Chez les loups actuels, ça marche pas mal aussi, ça. oui, il y a les loups aussi qui font ça. Exactement. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Parce que là, Brontothère, le brontothère. on aura peut-être pas de temps. Brontotherium. Non, Donc, du coup, la caméra est pas pratique. la caméra est pas pratique. Bon, Brontotherium qui est une convergence Mégacéros. évolutive phénoménale avec les rhinocéros. Ce n'est pas un rhinocéros. Les brontothères ne sont pas des rhinocéros. C'est ça qui est ouf. Et Mais pourtant, la vous avez convergence ça évolutive sur le nez. est presque parfaite avec les rhinocéros, excepté au niveau de la corne, des cornes qui partent Voilà. sur les côtés du coup. Ici. Mais ceci dit, on a aussi ça chez les rhinocéros. Vous voyez, la convergence elle est tellement forte avec les rhinocéros que les incisifs sont perdus exactement comme chez les rhinocéros. Le rhinocéros Ouais, blanc on et le voit très bien, rhinocéros noir. Et alors là, je regarde les dents, ils ont même représenté la lophodontie. Alors ça, c'est fou. Ah oui, elles sont belles, là. On voit Les bien dents, les... les dents sont lophodontes exactement comme sur C'est le ça. fossile. Alors ça, c'est beau ça. Ah non, ils sont beaux. Ça, ils c'est sont beau. franchement... Là, ils sont balèzes. Ah, j'avoue que là, c'est... Et Niveau on voit- reconstruction, on est bien. Et on voit bien que c'est un périssodactyle, il a 3 doigts. Voilà. Avec le doigt du milieu qui porte Il y en le a poids. 3 à l'arrière. Mais ouais, il en a 3 à l'arrière et à l'avant, ça fait comme les tapirs en fait. C'est- C'est le doigt du milieu qui porte le poids, mais il y a 4 doigts. Mais ça, C'est c'est ça. comme les tapirs en fait. Les tapirs, c'est aussi des périssodactyles. Voilà. Ce qui est à peu près la seule Voilà. chose qui montre que, à l'évidence, vous n'êtes pas en train de regarder un rhinocéros en fait. C'est le nombre de doigts sur les mains. Mm. Parce que là, pour le coup, les rhinocéros n'en ont que 3, alors que lui, là, il en a 4. Donc, Mais là- les dents sont incroyablement bien faites. Et il y a donc un énorme débat sur la quantité de viande qu'il devait y avoir sur le nez d'un brotonthère et c'est pas évident à reconstituer. Ah, on n'a pas Il y avait beaucoup de viande parce que tu regardes la taille du foramen infraorbitaire là, si tu le Ouais, vois. celui-là, là. Voilà, tu regardes la taille du foramen infraorbitaire qui est là où passe le nerf qui va innerver la face. Hmm. Le trou est juste gigantesque et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'influx nerveux qui provenaient de la face, parce que le nerf trijumeau qui passe par ce foramen, c'est un nerf purement sensitif. Donc c'est l'influx nerveux qui venait à travers ce trou, il est absolument gigantesque. Et c'est un truc qu'on voit aussi chez les éléphants, puisque justement ils ont la trompe. Mm. Donc là, on avait probablement un animal qui avait beaucoup de viande sur le pif, beaucoup de viande sur cette bosse, Mm. et tout cet influx nerveux devait aller dans le... Donc si je devais reconstituer cet animal-là, je lui ferais limite quelque chose Un d'intermédiaire. truc comme ça, non? Quelque chose d'intermédiaire entre la lèvre très, très flexible d'un rhinocéros noir Ouais. et un tapir, ouais. Quelque chose Ouais, parce que d'intermédiaire ça entre ressemble les pas deux. mal, du coup. C'est pas aussi gros que le nerf d'un tapir, quand même. Mais ouais, ça ressemble pas mal. Bah, peut-être entre les deux, ouais. Je sais pas. Et du coup, le mégacéros. Mégalocéros, normalement. Mégalocéros. Il l'appelle mégacéros ou mégalocéros? Alors, attends que je te dise Non, ça. c'est le... Mégacéros. Ah non, il l'appelle mégacéros. Normalement, c'est mégalocéros. Alors, mégalocéros, bon, bah... oui. Truc habituel, quoi. Il a les des grands bois. Oui, c'est là, il n'y a pas grand-chose à dire, il a des grands Voilà, bois. et puis pour le reste, vous connaissez la bestiole. Hein, Le sternum est un peu zarbi, par contre. C'est des bois que tu vois, en fait. Alors, attends. Ah, Le sternum est très zarbi, là. Ça fait presque squelette de foire, tu sais. Squelette d'Halloween. Oui, ces trucs... Ouais, Alors, on demande si Mégalocéros qui c'était vivait... du bois ou de l'os. Bah, c'était du bois. Hein, C'était des bois, ouais. Donc les bois, c'est en os. Hein. Ça tombe tous les ans, mais ça reste de l'os. Ça C'est de pousse l'os. comme Hein. de l'os. Les bois, en fait, ils ont découvert récemment que ça se développe exactement comme un cancer osseux. C'est ça. Donc Ça pousse c'est super un vite. cancer osseux contrôlé, en fait. La croissance des bois, c'est du cancer osseux contrôlé. Mais c'est de l'os qui est recouvert de peau, Mm, mais qui, contrairement aux cornes, tombe chaque année. c'est ça. Mais c'est pas en bois, non. Non, non, c'est en os. c'est- C'est en os, tout est en Mais os. c'est- Les cornes, c'est en os, le bois, c'est en os. Et après, vous avez l'ossicône des girafes, c'est de l'os aussi. Donc, Mais c'est recouvert de peau, pour le coup. oui, c'est ça, c'est un cancer osseux périodique, exactement. Donc là, on est sur une... Après, niveau temporel, c'est bizarre ce qu'ils ont fait, parce qu'on a vraiment le... On a donc le mammouth qui a un truc de l'ère glaciaire, on a le smilodon qui a un truc qui est mort
vers la fin de l'ère glaciaire aussi. Et puis on part sur Brontoter qui vivait à l'Éocène, donc il y a 40 millions d'années. Non, 30 millions d'années, Brontoter. Puis on repart sur Mégalocéros, ère glaciaire, puis on revient à Australopithèque. Ouais, mais là, c'est parce que derrière, en fait, t'as des silhouettes d'animaux dans le jeu. Ah oui. Et du coup, ça, c'est la c'est classification. ça. Donc ils essaient de le classer avec ça. Donc là, par exemple, ici, t'as les chevaux. Là, t'as les rhinos, donc à côté de ton Brontoter. Ah oui. Ici, je crois que c'est les cochons. Ah bah oui, là, je sais pas, ça doit être non, les un hippos. rhino. Ça, c'est un hippo, mais il y a un rhino qui est accroché avec les artiodactyles là. Ça va prendre des claques. Ouais. Bref, Attends, là, va de gauche à droite, comme ça on fait tout. Allez, donc là, t'as les oiseaux, donc c'était l'aigle. Je crois que c'est un aigle, ça. D'accord, qui est Dans connecté le jeu. aux ornithischiens dans la pièce suivante. Absolument. Ça doit être un koala, il me semble. Et après, t'as le kangourou. D'accord, qui forme un clade, donc les marsupiaux. Voilà. Alors ça, c'est l'éléphant. Ouais. Ici, t'as le tapir. Le tapir qui forme un clade avec l'éléphant, ça va prendre Non, des non, tatanes. il est pas avec l'éléphant, il est après, tu vois. Ah non, c'est la même couleur que l'éléphant là. Attends. Alors, en bas. Donc l'éléphant et le tapir ne forment pas un clade. Donc, Ah non, c'est... non, il est en dessous. si, ça va, Mais il regarde. est là. Il est se là, il est sépare branché. avant, en fait. Il est branché avec l'éléphant là. Donc l'éléphant c'est un afrotère, il ne se branche pas du tout. Le tapir c'est un périssodactyle, il va avec le rhinocéros. Ouais. L'éléphant c'est un afrotère, il devrait aller. Alors il n'y a certainement pas d'Oryctérope dans ton jeu. Il n'y a pas d'Oryctérope. Il n'y a pas de lamentin non plus. Non plus. Ah bon bah tant pis alors. Non, sinon, on l'aurait mis avec, oui. Mais sinon il aurait fallu le mettre avec. Ok, donc après Donc il y a après, le t'as félin. un chat, donc ce qui est le chat, logique. le Hein. félin, ça, tout va bien. Ça, je sais pas trop ce que C'est c'est. un chien, je crois. Il y a un chien et un ours. C'est pas un mouton? Non, c'est un chien. Ça doit être un chien. Ça m'a l'air d'être un chien et un ours, donc ils sont D'accord. branchés avec ensemble et ensuite avec le chat. Donc on a l'opposition féliforme-caniforme. Ça me va. Donc ça, c'est un cheval. Et là, t'as un rhino, Ouais, donc ça c'est un bon. cochon. Et par contre, le cochon, il est branché avec les... Et là, t'as l'hippo. Ouais. Donc l'hippo branché avec la vache, branché avec le... Ça, je sais pas trop ce On que dirait un c'est. petit chevrotin, je sais pas quoi. Oui, Par je crois contre, que c'est une chèvre ou un truc comme ça. Ouais. Par Non. contre, ouais, faudrait voir si le... Attends. Si le cochon est branché avec l'hippo ou avec le... Ouais, non, c'est bon, il est branché avec Ça, l'hippo. c'est Il est pas vrai, branché, ouais. c'est bon, ils ont mis tous les artiodactyles ensemble. ça. Ouais. Tous les animaux qui ont 2 ou 4 doigts ensemble. Et donc là, t'as la petite chèvre. Et ensuite, tu fais lapin, souris et singe, ici. Donc singe, donc là, à t'es partir censé te de- positionner et donc, t'es là, censé te positionner là. Voilà. D'accord. Donc lapin, souris, oui, c'est c'est les glyres, du coup. Donc ils vont ensemble. Et puis après, vous avez les primates, avec vous et l'australopithèque. Alors, est-ce que c'est bien un australopithèque? On n'a pas vérifié. Parce que moi, je dis que c'est un australopithèque parce qu'on voit, il n'y a pas de crête sagittale. Ouais, c'est ça. Ouais, on est bon. Hein. Et On il, est a bon. et il a ces énormes arcades jugales. Et il est quand même bien reconnaissable. Il est bien reconnaissable. Il a la petite casquette osseuse aussi. Bon petit bourrelet. Il est bon, et puis une bonne grosse mâchoire surtout. Une bonne grosse. Ça ressemble à Mrs. Pless au Oui, niveau du crâne. quelque Ça chose de bien costaud, en Ça va fait. être typiquement Mrs. Pless. Ah, J'ai vu que Néandertal était possiblement cannibale. Oui. Par exemple, en France, on a la grotte de l'Ortus, où on a des où on a des traces de découpe qui ont été faites donc par des Néandertaliens, puisqu'il n'y avait que Néandertal en Europe à cette époque. À la grotte de l'Ortus, près de Montpellier, on a ces traces de découpe qui ont été faites par des Néandertaliens, sur des os de Néandertal. Donc, on suppose que c'était pour du cannibalisme, effectivement. Après, le cannibalisme, ça veut pas forcément dire... C'est pas forcément un cannibalisme de nécessité, ça peut être un cannibalisme purement rituel, aussi. Mais ça, on aura du mal à le savoir juste en ayant des traces de découpe. Et c'est qui l'ancêtre en commun entre tous ces petits animaux qui amena le trait grosse tête, petit corps? Ça devait être un Funko Pop. Le Funko Pop Ça Ithecus. marche. Funko Pop Ithecus. Oui, ça marche. Bon, sinon, qu'est-ce que t'en penses de ce musée au final? Non, bah il a l'air pas... Il est pas mal. Alors après, oui, la phylogénie raisonnablement précise, je souligne. Donc je suis plutôt admiratif de cet effort-là, même s'il y a quelques erreurs, évidemment, mais je suis admiratif. Et je suis admiratif de la précision anatomique des squelettes, parce que, quand même, que ce soit au niveau du nombre de dents, au niveau de la position des os, les squelettes sont incroyablement précis. Ils se sont vraiment... Ils sont bien, hein. Ils se sont fait chier. Clairement, ils se sont fait chier. Là, il n'y a pas... T'avais pas aussi un petit site de fouille à nous montrer vite fait là? Ah si, attends. On dépasse un peu, mais...
Bah, on dépasse un peu, faut voir si après ça coupe pas trop de votre côté, hein. Dites-nous si jamais il y a des problèmes. Parce que du coup, on arrêtera Parce dans que ce cas-là. tu nous as aménagé un petit site de fouilles des familles. Ah Là, bah, quand même, du on coup, va pas oui. partir sans avoir montré ça. Quand même, je vais vous faire un petit site de fouilles. Bon alors du coup, à côté du musée, je me suis amusée. Moi, j'ai sorti quelques fossiles parce que bon, faut quand même les montrer, hein. Voilà, Bah oui, donc il y voilà. a de quoi faire. Et je me suis fait un petit site de fouilles. Voilà. Alors ici, nous avons les petits sites de fouilles. D'accord. Et alors c'est très marrant parce qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut dans le site de fouilles. Donc moi j'ai des os, j'ai un crâne de Dimétrodon, parce que Ah, j'ai bah mis là, d'autres, par un contre, coup de Diplodocus et j'ai un trilobite au-dessus. Ah bah là, du coup, le crâne de Dimétrodon n'a pas de fosse temporale. Donc là, c'est un... Non mais tous les fossiles sont présentés comme ça quand tu les ouais. poses sur le Ah, sol. c'est juste le nom en fait. C'est juste le nom, C'est comme c'est ça. Pokémon, ils ont tous la même tête C'est ça, dans l'inventaire. voilà. Dans les Donc, vieux Pokémon, donc il y a un petit crâne d'Australopithèque qui est venu se poser là. C'est marrant ce petit site de fouille. Ouais. Bah voilà, bon ça Je sais pas comment tu fais pour avoir un coup de Diplodocus et un crâne de Dimétrodon dans le même trou, mais il y a juste une centaine de millions d'années. Il y a juste 150 millions d'années qui les séparent, mais Bah c'est ça, disons que on va dire que t'as une grosse discordance dans ta stratigraphie. on va dire ça, ouais. Ouais. Mais tu vois, j'ai creusé Et il y a profond. une soucoupe volante aussi. C'est une lampe. Ah, c'est une lampe. C'est une lampe. C'est une petite lampe de terrain, là, tu sais, que tu peux allumer. Une petite lampe, une lanterne tempête, là, je sais plus quoi. Bref. Donc voilà. Et puis sinon, je me suis fait un petit musée sur la plage avec Ah oui. 2-3 trucs. Et Un voilà, ta petit limule. musée. Le petit La musée limule. Ah oui, la limule, elle est là. Hein, voilà, ta La limule. limule qui n'est pas un fossile vivant, faut pas l'appeler comme Non. ça. La pauvre, elle va La être... pauvre limule, regarde, c'est- elle est complètement vivante, c'est pas un fossile. C'est pas parce que la carapace du dessus ressemble aux limules du Cambrien que ce qu'il y a en dessous de la carapace n'a pas évolué. En C'est l'occurrence, les limules du Cambrien avaient des branchies sur les pattes que non plus les limules modernes. Donc il Absolument. faut arrêter de dire que les limules n'ont pas évolué, c'est pas vrai. C'est pas gentil pour elle. C'est pas gentil pour elles. Et puis autrefois, ils faisaient partie d'une grande famille qui s'appelle les Xyphosures, qui était très 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 diverses. Absolument. Et Et on du coup, je retrouve me suis remis l'hélicoprion. un petit hélicoprion, une petite archélon, et puis bah voilà, un petit musée... Ah ouais, et puis un petit musée. Ah bah oui, pratique, écoute, un et du coup, un Dincleostéus, voilà, un poisson lion, je vois. c'est ça. Ah, et puis t'as mis une ammonite à côté d'un nautile, ça c'est joli. Ça. Bah c'est ça, je me Faut suis faire dit... une vue subjective de ça. Attends, on va arriver. Une petite vue FPS. Oh, il y a un poulpe. Mais oui, il y Il y a a un un poulpe. Attendez, ça vient. Yep. Voilà, donc on a le petit... Ah ouais, il y en a un, il est en train de nous faire un combo là. La limule, c'est un dinosaure fossile vivant chez non manquant entre la tortue et la méduse. Effectivement. Moi, Voilà. à côté de Clermont-Lérault. Ah bah ouais, à côté de Clermont-Lérault, faut aller à l'Odève. Faut aller au musée de l'Odève. Voilà le dev. Et voilà, Ah bah oui, Nautile. Nautile et petite ammonite, parce que Petite bon, ammonite, pas très petite loin. ammonite avec des grosses côtes. Et, Ah et ouais. là, le Vampirotetis, là, il est mignon, lui. Et il est pas mal, ouais. Regardez-moi ce Mais Vampirotetis. tous les animaux, bah, on pourra faire un petit saut, je sais pas si c'est très intéressant, mais dans le reste du musée, il y a les collections vivantes. Ah oui. Et du coup, Les tu vois le collections Vampirotetis comme ça, dans son environnement naturel. Bref. Donc voilà, mon petit musée, et puis bon, après, là, c'est plus le coin recherche. Et puis le poisson crevé, là, dans son bac. Il revient je sais pas, ils sont partis en expédition, et il revient de l'expédition. Alors voilà, là, t'as le petit vaisseau, là, qui sert aux expéditions, justement, et puis... Ça fait combien de temps qu'ils sont revenus d'expédition? Oui, bon, il a fait un peu chaud ces derniers temps, c'est tout. Ouais, parce que quand ils flottent sur le ventre comme ça, c'est qu'ils vont pas bien. C'est qu'ils sont pas contents. Ça va être une histoire de perspective. Et ils sont à l'échelle, les scarabées là? Non, ils sont gros modèles, c'est mon petit musée, Ah, un Dans petit musée Tomo. en Tomo. Ouais, Oh là là. mais avec C'est la trop petite bien. station de recherche derrière aussi. Tu sens la scientifique. Bah écoute, il faut ce qu'il faut, hein. Voilà, ça permet de montrer au public les trucs intéressants. Je pense qu'on va arrêter là. Le live finalement s'est très bien passé. Ouais, ça On n'a ça pas a eu pas de soucis. accroché. C'était sympa. Bonne découverte là pour le coup. J'ai pas ragé, donc c'est bien. On a trouvé un jeu qui te fait pas rager. C'est ça, voilà. C'est génial. Il a enfin quelque chose qu'il trouve grâce à mes yeux. Donc ouais là, non, bonne surprise. Bonne Ouais. surprise, j'ai bien aimé. Allez. Je t'autorise à continuer à y jouer. Oh, Je suis magnanime. grand seigneur, attention. Bon, bah merci d'être venu du coup, c'était super. Ouais. Et puis on vous dit à très bientôt sur notre chaîne. Allez, à plus. Bye bye.